Santé! À la vôtre. À la tienne! Merci d'être là ce matin. Merci tellement! C'est le fun. Oh, que c'est beau. Oui, hein? Merveilleux. Merci, Pascal, d'être là. Plaisir. On est bien contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on a des sujets vraiment tripants à aborder avec toi. Tu as une expertise tellement longue. Tu as une longue carrière dans le monde du vin. Quand même. Ouais. Puis on se demandait si tu voulais juste nous parler en premier pour nous positionner un petit peu de ton background, de où tu viens, comment tu as tombé dans le vin aussi, puis un petit peu ton expérience. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai commencé à boire du vin assez jeune. Tu sais, je viens d'une famille où il y avait du vin comme ça, facilement. On avait accès à du vin tu sais, à la table sans qu'on se pose de questions, d'âge puis tout ça. Puis, j'étais souvent seul à la maison, puis je prenais beaucoup de marches dans la forêt, en fait. Puis, en rive sud du fleuve à hauteur de Québec. Ah, OK. Ah, Ouais, OK. Saint-Nicolas. OK. À l'époque, c'était pas encore développé, fait qu'il y avait beaucoup de forêts. Puis nous, on était sur le bord de l'eau. Fait que c'était comme des terrains pas défrichés là, depuis vraiment longtemps. Puis et j'avais commencé à me servir un verre de vin. C'était du vin. Puis après, je partais avec, je m'habillais chic, en fait. Je trouvais que je trouvais ça drôle de faire ça, tu sais, c'était comme une activité. Je m'habillais comme chic. Puis là, je partais avec un verre de vin dans la forêt, puis je marchais avec, puis je trouvais que c'était comme incongru, tu sais. C'était pas des bottes de marche, c'était pas des bottes de rando, tout ça. C'était un peu décalé. Tu veston tout, là, cravate. Ouais, T'avais quel âge à cette... J'avais quoi, tu sais, 15 ans à peu près? 15-16 ans. C'est génial. Puis, j'allais m'asseoir il y avait des bancs, en fait, parce que c'était aménagé par des sœurs. C'était comme il y a un espace où c'était, en fait, la retraite des sœurs. Quand les sœurs partaient à la retraite, elles allaient vivre dans cette maison-là. Fait que c'était un peu aménagé, mais il n'y avait jamais personne dans le bois. Puis, il y avait des beaux bancs au soleil, donc j'allais m'installer là, puis je buvais du vin, tu sais, puis je trouvais ça drôle. Puis en même temps, ben, tu sais, je trouvais que il y avait quelque chose avec le vin, je trouve, qui était fascinant. C'est que on dirait que ça me renvoyait comme les odeurs dans lesquelles j'étais. Tu sais, il y a quelque chose avec le vin qui te renvoie les odeurs, en fait, de l'environnement. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Déjà, à 15 ans, tu Puis, pensais à ça. Hein? Ben ouais, ben tu sais, quand t'es tout seul dans le bois, tu remarques ce genre d'affaires-là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, bah, tu sais, je buvais pas beaucoup de vin en dehors de ça, tu sais. Puis, c'était pas une grande recherche sur le vin comme tel, là, tu sais. Je prenais ce que mes parents buvaient, là, de la sac, là, tu sais, Bordeaux, je sais pas quoi, là, des trucs assez Ah oui, à 15 ans. En fait, tu étais déjà dans du rouge, là. Oui, c'est Du gros rouge. ça. OK. Ben, C'est pour ça que tu aimes ça, le Nebbiolo, encore, Ouais. là. T'es un fan de rouge. Ouais. Mais c'est ça. Ça a été mes premières expériences comme avec le vin, si tu veux. Puis après ça, tu sais, c'était longtemps après, quand j'ai commencé, mettons, à travailler en restauration, puis j'ai commencé à m'intéresser plus au vin de façon technique. Ben, tu sais, je gardais ça un petit peu en tête, tu sais, ça a tout le temps un peu modulé mon approche. Tu sais, j'ai jamais eu une carrière où j'avais envie de développer le côté comme trop intellectuel, trop technique, trop connaissance scolaire du vin. Puis mon parcours, ben, ça a été ça aussi. Je suis autodidacte, en fait. Je me suis formé moi-même en dégustant avec des amis sommeliers. Bon, c'est sûr, j'ai sorti quand même une couple de livres à un moment donné pour avoir un background, tu sais, une compréhension géographique aussi, tout ça. Mais j'ai été chanceux. Il y a des gens qui m'ont fait confiance assez rapidement, qui m'ont confié des cartes de vin comme assez, tu sais, assez prestigieuses, mettons, là. Puis, c'est ça. J'ai commencé à faire sommellerie il y a quoi, tu sais, il y a peut-être une vingtaine d'années. Aller travailler là-dedans, en fait? Pas particulièrement. C'est juste quand j'ai fait de la restauration, j'ai commencé en cuisine, en fait, en restauration. Ouais. Puis après ça, j'ai fait du service. Puis après ça, ben là, tu sais, la cuisine, ça m'intéressait plus que le service, mais c'était trop exigeant, puis trop peu, c'est comme un mode de vie, là. Quand t'es cuisinier, là, tu sais, c'est comme toute ta vie est comme articulée autour de ça, puis c'était pas ça que je voulais, tu sais, de la restauration.
Donc, le service m'a amené comme une plus grande latitude. Mais après, ce qui m'intéressait, c'était quand même les saveurs, c'était quand même tout ça. Fait que la sommellerie, ça a été une espèce Ouais, exact. Ben oui, absolument. Ça a été une avenue comme vraiment naturelle, si tu veux. Puis c'est ça. Après, bon, j'ai fait d'autres choses. J'ai été maître d'hôtel, en restauration. J'ai fait comme pas mal tous les postes, tu sais, en salle. Puis après ça, ben, j'ai repris, tu sais, j'ai refait de la sommellerie, tu sais, au fur et à mesure, dans différentes époques. Puis mon dernier job de sommelier était vraiment super, tu sais, était beaucoup plus pointu, c'était très créatif. On a beaucoup développé les accords avec la nourriture. On avait vraiment fait un travail de recherche très poussé là, qui nous a mené à plein de découvertes intéressantes. C'était où à cette époque-là? Au HKC. OK. À l'époque, ouais. Ah oui. Ouais. Puis on avait développé une approche vraiment intéressante. Tu sais, c'était une cuisine tellement ouverte d'esprit. On travaillait beaucoup en sens inverse, en fait. C'est-à-dire, on partait d'un vin pour créer un plat. On acceptait, la cuisine acceptait de faire des plats qui étaient volontairement imparfaits, puis où le vin venait, si tu veux, combler le manque dans le plat. Tu sais, un chef, il veut faire une assiette qui est balance, qui est parfaitement équilibrée, avec les acidités. L'exercice contraire est vraiment le fun. Là. Ouais. J'en ai fait des événements justement où on partait du vin pour faire le plat, puis je trouve que c'est plus facile au final aussi, puis c'est plus naturel comme accord que d'essayer de trouver le bon vin pour aller avec le plat. Là. Exact. C'est que des fois, même si tu l'envisages, le vin que ça te prendrait, il n'est pas nécessairement disponible à ce moment-là. Tu sais, fait que... Ouais, puis c'est plus facile d'ajuster le plat que d'ajuster le vin au moment où tu fais le service. À part la température, puis mettons, mettre en carafe, tu peux pas vraiment intervenir dans le vin. Là, Non, il est déjà fait. Mais tu peux rajouter de l'acidité dans un plat. Tu peux, tu sais, il y a plein de Fondation. façons de. Ouais, c'est intéressant d'y aller comme ça, je trouve. Est-ce que tu te souviens d'un accord particulièrement tu sais, hors de l'ordinaire ou tu sais, qui t'a marqué dans cette En fait, parce que la première fois qu'on avait fait ça, cet événement, tu sais, qu'on a commencé à travailler comme ça, c'était pour Montréal en Lumière, la première édition où j'étais au HKT. Je me souviens pas de l'année, mais le thème, c'était, tu sais, les chefs, c'est des chefs chinois. C'est la Chine qui était à l'honneur. Puis le groupe de Montréal, non, mais oui, mais c'est parce que tu sais, je pense, que l'organisation de Montréal en Lumière avait trouvé comme 2 ou 3 chefs chinois qui étaient vraiment venus à Montréal. Puis tout de suite, ils étaient allés dans les gros restos. Puis le reste, ils nous avaient jumelé avec un chef de Laval. Tu sais, j'étais comme moi, non, tu sais, je pense que ça va être bon là, on va pas. J'étais comme en joke, tu sais, au moins s'il venait de la Chine, tu sais, mais tu sais, on avait décidé de juste pas participer à Montréal en Lumière. Avec un chef invité, mais de faire comme tu sais, de réinventer le H4C, de faire un menu dégustation comme on n'avait jamais fait. Puis là, on avait choisi, comme on a fait 11 services, il me semble, c'était 11, à partir de 20. Puis je voulais vraiment que le statement soit super fort. Fait qu'on avait commencé avec puis on avait fait beaucoup, on s'était pris d'avance, on avait travaillé vraiment longtemps là-dessus. Puis une des choses que je voulais absolument au départ, c'était commencer avec un Barolo Kinato, qui est comme le dernier vin habituellement que tu bois parce que c'est tellement intense, puissant, tu sais, c'est dense aromatiquement, puis il y a comme toutes les tu sais, les écorces d'orange, toutes les épices, tous les trucs, tu sais, qui sont ajoutés dans le Barolo Kinato. Puis je voulais qu'on commence avec ça, puis c'était vraiment une façon de dire, tu sais, au monde, tu sais, je comprends que vous avez eu votre journée, mais là, on passe aux choses sérieuses. Là, on s'assoit, puis tu sais, on va pas niaiser. Fait qu'on commençait avec ça, puis comme je dis, c'est le dernier plat. On l'a trouvé, genre, l'accord, on l'a trouvé comme la veille. Mais on voulait faire un truc, tu sais, je voulais ressortir le côté aromatique, tu sais, un des côtés aromatiques, si tu veux, qui est dissimulé dans la densité du Barolo Kinato. Fait qu'on avait fait un boudin au chocolat noir avec... Ouais. Wow. C'était juste une petite entrée, c'était du boudin au chocolat noir, beaucoup de cacao pour aller chercher le côté un peu râpeux, qui rappelle les tanins comme ça, avec des zestes d'orange. Fait que, tu sais, en termes de texture, si tu veux, le boudin, il absorbait les tanins du Barolo. Le chocolat puis les écorces d'orange, ça emmenait comme tu sais, comment dire, ça paralysait certaines papilles, en fait, comment dire, les papilles qui goûtaient l'équivalent dans le Barolo Kinato, donc ça annulait l'écorce d'orange du Barolo, puis ça ressortait comme tout le caractère épicé, en fait, du Barolo, puis tu découvrais comme toute une palette aromatique. C'était vraiment fascinant. Puis après ça,
parce que là, je veux dire, pour pas rester avec le Barolo, après ça, on servait des petits pains indiens avec un petit peu de carvi dedans. C'est des pains frits. Comment ça s'appelle? Papadoum. Des papados. Ouais, des on servait des papadoum, papadoum ouais. comme ils servent dans les restaurants indiens quand tu arrives, parce que ça te met en appétit. Oui. Il y a du carvi, du fenouil, des choses comme ça, tu sais, qui t'ouvrent l'estomac. Mais aussi parce que c'est assez basique en termes de pH. Puis ça venait annuler complètement les saveurs précédentes. Mm. Fait que là, c'était le deuxième service qu'on servait avec, je pense que c'était poivre et sel, il me semble, un gamay. Puis l'idée, c'était de venir, que c'était le deuxième service. Le pairing était intéressant, mais après ça, tu gardais le pain tout au long du repas pour annuler, si tu veux, entre chaque service, les effets du service précédent. Fait que là, c'est... Café quand tu sens du parfum. Ouais, un peu, exact. J'aime ça. Puis après ça, on était parti sur des trucs, là, c'était vraiment, comme on, tu sais, c'était pas du tout blanc, tu sais, un accord classique, si tu veux, tu fais bulle, blanc léger, blanc plus gras, tu places un rouge léger, puis un rouge plus de matière, puis après ça, un vanessa, tu sais, on voulait vraiment défaire ce cadre-là, tu sais, c'était ça l'idée, de partir dans toutes les directions, mais comment le faire? Puis on avait le dispositif du papadoum pour venir annuler les trucs. Puis après, le reste des services, faudrait que j'y repense, là, mais il y avait des plats vraiment émouvants, des pairings vraiment très, très beaux. Ouais. Ah, c'est très cool, ça. Ouais. Belle expérience. Peut-être un jour, on fera... Nous, le plus loin qu'on s'est rendu à date dans les accords vin, bouffe, un peu hors de l'ordinaire, c'est nos pairings avec les chips miettes. Ouais. On a fait des accords trempettes vin avec les chips. Et palais, ce n'était pas facile. On est parti On est parti... à moitié des vins, à moitié des trempés. En tout cas, c'était un petit peu compliqué, mais C'était le fun. C'est trippant. Ben, ça t'amène à repenser un peu tu sais, tu sors un peu des codes, en fait, puis il faut que tu sortes de là aussi, parce que des fois, tu penses que le meilleur accord va être tellement beau, juste parce que tu as des textures ou tu as des saveurs qui vont être complémentaires, mais finalement, ça marche pas pantoute. Puis tu sais, des fois, c'est juste d'explorer, puis c'est ça qui est beau avec le vin aussi. Fait que je trouve ça le fun comme exercice aussi, d'avoir fait ça avec des vins, tu sais, un peu déconstruire aussi la façon habituelle de faire une dégustation. Ben, on a cette, tu sais, je veux dire, on a cette possibilité-là, tu sais, puis au Québec, on n'a pas de chasse gardée non plus en termes gastronomiques, tu sais, on n'a pas comme une assez longue tradition pour dire, ah ben, tu sais, nous, on est les rois de la quenelle, ici, c'est, tu sais, c'est ça, c'est montréalais, c'est comme ça, tu sais, à part la poutine, mettons, tu sais, puis qu'on a fait le tour. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, vu qu'on n'a pas de tradition, on a ce luxe-là d'avoir comme tu sais, énormément de possibilités, puis d'explorer, puis de trouver des trucs vraiment originaux là, qui fonctionnent. Ouais. Tu m'as dit, t'as dit un mot, puis là, j'ai comme le goût d'embarquer là-dedans. On n'a pas fini encore ton historique. Ouais. Mais là, tu m'as dit, le chasse gardée, on n'a pas ça. On a la latitude qu'on veut. Tu as été très vocal avec la SAQ. Comment ça peut... Il peut avoir justement peut-être un petit peu de chasse gardée d'une certaine façon. Ouais. Oui. Eux, oui. Eux, oui. Je parlais plus en termes culinaires. Culinaire, Mais oui, parfait. c'est sûr que On va... Ouais. Ça va être un bon grand sujet à aborder, tout ça. Mais avant d'entrer là-dedans, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience, mettons, après, quand tu as fondé ton agence d'importation? J'ai pas fondé Primavera. Tu n'as pas fondé J'ai pas Primavera? fondé, non. Ça existait déjà. C'est Marc Frandon qui a fondé Primavera. Moi, en fait, quand j'ai quitté la restauration, c'est parce que Marco m'avait proposé d'entrer dans Primavera, donc d'être son associé. Donc, on a travaillé ensemble pendant quoi? 6 ans à peu près? 5-6 ans? Ouais, 6 ans. Et puis, ben, c'est ça, je veux dire, c'était tout naturel. Moi, je lui achetais déjà quand même beaucoup de vins comme sommelier. C'est des vins, c'est une agence avec un portfolio qui est magnifique, qui est vraiment des portfolios vraiment les plus, tu sais, les plus solides. Vraiment, c'est des super vins. Il y a un choix éditorial vraiment clair. Tu sais, donc, pour moi, c'était naturel de vouloir travailler avec lui. Je veux dire, importer du vin, c'est un super beau métier, là. Je veux dire, le distribuer, c'est vraiment le fun aussi. Tu rencontres plein de restaurateurs. Ça a vraiment ouvert beaucoup mes horizons, en fait, sur un certain truc. Quand tu es acheteur,
tous les importateurs viennent te voir, tous les représentants viennent te voir. Donc, tu dégustes énormément, mais tu n'approfondis jamais autant comme un choix éditorial. Tu goûtes comme plein de trucs. Ouais. C'est vraiment cool. Le Mais côté vigneron là, tout à avec coup, tout ce t'as qui est- c'est ça, exact. Tu crées des liens plus forts. Puis après, c'est que tu vois comme plein de restaurateurs. Puis là, tu entends plein d'expériences différentes, mais qui se ressemblent tout le temps. Tu sais. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, tu deviens un peu le... C'est comme à l'époque, mettons, les facteurs, là, tu sais, qui faisaient le tour de la Gaspésie, là, qui ramassaient. Ils arrivaient dans une maison, puis là, ils s'arrêtaient, puis, tu sais, bon, ils prenaient un café, ils jasaient, ils savaient tout ce qui se passe, tu sais, puis c'est eux qui rapportaient, tu sais, d'un village à l'autre, un peu les potins, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'es représentant, ben, c'est un peu ça qui se passe, tu sais. Tu viens que t'as un super... T'as une super vue, en fait, t'as une vue panoramique sur ce qui se passe en restauration. Puis ben, t'entends aussi les problèmes, tu sais, justement, dans le monde du vin, ben, c'est sûr qu'on on arrive tout le temps, à la SAQ, là, c'est comme une espèce de truc, tu sais, tout converge vers ça, là, puis tout le monde est insatisfait, là. C'est généralisé, là, fait que, tu sais, ça, c'est, ouais. Ouais, c'est un given. Est-ce que, parle-nous un peu comment ça marche au niveau d'un représentant quand tu travailles dans une agence d'importation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Même nous, des fois, il y a des informations qui nous manquent, tu sais, un peu. On n'a pas travaillé de ton côté, mais Ouais. parle-nous de comment ça marche concrètement quand tu sais, du point A au point B, là, quand tu rencontres les producteurs, jusqu'au moment où ta bouteille se retrouve sur nos tablettes ici. Ben, écoute, tu sais, dépendamment du type d'agence que tu as, parce qu'il y a des agences, mettons, plus grosses, là, qui sont, tu sais, comment dire, qui ont un même type de distribution que la SAQ, mais le choix éditorial de Prima Vin à l'époque faisait en sorte qu'on ne voulait pas avoir aucun vin sur les tablettes de la SAQ, mais que travailler avec des vins d'artisans, vignerons, qui avaient leur réalité à eux, si tu veux, en termes de production, qui était très, tu sais, qui est beaucoup moins stable que des vins qui se retrouvent sur les tablettes de la SAQ. Là, c'est ça, exactement. Tu sais, as des vignerons qui sont exactement, sont victimes des aléas de la météo et comment dire, ils refusent de corriger les difficultés qu'ils peuvent avoir eues. Fait que des fois, ils ont des années où ils ont 40% de la production de l'année précédente. Est-ce que peut pas se permettre un vigneron qui fournit la SAQ ou qui fournit une grosse agence? Fait que ces vignerons-là qui ont des approches un peu plus commerciales, si tu veux, ben là, sont obligés d'acheter du raisin ailleurs, puis tu sais, là, c'est pas le même nécessairement, la même provenance, fait que là, ils sont obligés de corriger, de rectifier un petit peu de sucre, un petit peu d'acide, ça devient des recettes, carrément, tu sais. Puis surtout, ce type de vin-là, la SAQ les veut le plus lisse possible. Ils veulent même pas que tu vois le passage du temps. En réalité, ils veulent pas que d'un millésime à l'autre, le vin soit différent. Ils veulent que le consommateur, tu sais, s'y retrouve depuis 15 ans, qu'il aime de même son vin, ben, il va l'avoir, tu sais. Mais c'est pas des artisans. C'est zéro, exactement, c'est ça. Des chimistes. C'est des chimistes, carrément, exactement carrément. Mais quand tu fais affaire avec des vignerons artisans, ben tu vas les rencontrer, puis je veux dire, eux, ils ont leur réalité aussi. Tu sais, des fois, ils sont assis sur du stock, des fois, c'est l'inverse. Je veux dire, tu sais, ils sont très dans le milieu agricole là, en Europe. Comment tu fais justement pour les rencontrer? Ben, il y a des salons, tu sais, il y a des salons où ils sont tous là. Après, comme moi, je suis entré dans Prima Vin, il y avait déjà un portfolio bien établi, donc, tu sais, c'est pas moi qui ai fait le démarchage de ces vignerons-là. Mais comment Marco a fait, il a fait des rencontres, tu sais, il en a rencontré un, puis un autre, puis je veux dire, il s'est comme créé un réseau, mais vraiment à partir, tu sais, de la paysannerie, là. Puis ces gens-là, mine de rien, ils se connaissent, tu sais, je veux dire, ils vivent en dessous, sont en dessous du radar, si tu veux, mais ils se connaissent comme ça. Puis après un bout de temps, ben là, il avait quand même bien démarché la France. Puis là, après, il y a eu comme une entrée en Italie. Donc, encore une fois, lui a présenté d'autres vignerons qui se sont présentés comme ça. Puis bon, ça finit par, c'est comme un peu des connaissances rhizomatiques, là, tu sais, ça se passe un petit peu en dessous du sol, mais ça se recroise, puis tout ça. Donc après, c'est ça, Marco, il a déjà développé pas mal le portfolio.
Donc, on est allé chercher peut-être 1 ou 2 vignerons ensemble, mais pas plus que ça. À l'époque, là, c'était déjà bien garni. Le portfolio, il y avait déjà assez de vignerons sur le portfolio. Donc, mais comment tu les rencontres? Ben, c'est ça. Après, nous, on faisait le tour des vignerons pour aller les rencontrer, mais après, dans les dégustations, tu les rencontres pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont là, tu sais. Il y a la Dive, par exemple, qui est une super dégustation, qui est vraiment là où tu rencontres là, pratiquement, tu sais, la plus grande dégustation, je pense, de vin naturel. Ouais, c'est une super dégustation, là, un super salon. Donc, c'est ça. Ben, une fois que tu les as rencontrés puis qu'ils acceptent de bosser avec toi, tu sais, après, ben là, faut passer à travers la moulinette, justement, là, tu sais, de la SAQ. Ça, c'est bon, c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense que ça, c'est compliqué partout, là, tu sais, l'importation, il y a toujours, je veux dire, tu deals avec c'est des armateurs, je veux dire, des transporteurs. C'est pas la partie la plus cool, mettons, là, tu sais, du boulot. Mais bref, les vins, magiquement, tu sais, se transportent jusqu'à Montréal, jusqu'au Québec. Est-ce que c'est la SAQ qui assure le transport? Comment ça En fait, fonctionne? eux, ils ont une compagnie qui s'appelle Hildebrand qui fait les enlèvements chez les vignerons. OK. Donc, quand tu envoies le bon de commande maintenant, c'est toute la SAQ, tu sais, qui envoie ça. Puis là, eux, ils envoient le bon de commande. Donc, c'est pas eux qui ont des employés, évidemment, partout à travers le monde. C'est Hildebrand pour l'Europe, principalement, ben, tu sais, France, Italie, Espagne, tout ça, les pays qu'on connaît. Mais moindrement que tu sors de ça, là, ils sont pas desservis, tu sais. C'est pour ça que c'est plus difficile d'avoir des vins, tu sais, mettons, je sais pas, là. Iran, tous ces Ouais, petits pays-là qui sont exactement. peut-être un peu... Exactement. Comme j'ai un ami qui importe du saké, c'est beaucoup plus compliqué, là. Tu sais, c'est lui qui doit faire venir les sakés, c'est lui qui doit parler avec les armateurs, justement. Puis là, tu sais, la SAQ, mine de rien, là-dessus, elle a quand même quand même un bon volume. Elle a un bon service, tu sais. Elle arrive à économiser sur le volume. Versus lui, tu sais, qui mettons, pendant la pandémie, pendant les difficultés au port, ben, tu sais, ses sakés, il rentrait pas à Montréal parce qu'il y avait juste pas de container. À un moment donné, c'est comme t'es pas priorisé quand tu fais rentrer une palette de bouteilles, tu dis, ouais, tu sais, Ouais, c'est ça, c'est pas assez rentable. Fait que dans le fond, c'est nos vins d'artisans bénéficient quand même des gros vins à plus gros volume, la SAQ, qui vont chercher. J'imagine, ça aide un peu ou pas? Oui, Pas mais tant. tu sais, dans le sens, bénéficie, oui, parce que mettons, tu sais, ils squattent le système, comme nous, les importateurs, on squatte le système qui existe déjà de la SAQ, mais ça serait vraiment pas difficile. Tu sais, en une semaine, mettons que la SAQ ferme demain puis qu'ils arrêtent le service d'enlèvement, tout ça, tu sais, en 3 jours, les importateurs vont s'être organisés puis ils vont avoir contacté les compagnies qui enlèvent les vins puis on va juste, Vous allez vous organiser ça serait organisé ça serait pas long là. C'est pas ça qui est compliqué. Tu sais, les voies existent déjà puis je veux dire c'est comme, je sais pas, faire venir de quoi d'Europe, là. C'est pas ben plus compliqué. C'est pas plus compliqué. C'est juste, eux sont organisés dans le sens que, à un moment donné, ils ont leur run, tu sais. Ils ont plusieurs camions, puis à un moment donné, ben, ils passent en Loire. Fait que, tu sais, les vignerons, ils savent que, ils vont, tu sais, le gars va venir pour les enlèvements, tu sais, pour la SAQ. Fait que, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est au vigneron ce jour-là, tu sais, au vignoble ce jour-là. Puis, mais c'est ça, comme je dis, ce serait pas une structure difficile à mettre en place, là, ça, c'est pas un gros enjeu. Mais oui, ça passe par là déjà. Après ça, c'est mis sur les bateaux, ça s'en vient au port là-bas. Après ça, les vins sont transférés à l'entrepôt, l'immense entrepôt là, sur la rue des Futailles. Puis après, ben, ils sont mis en disponibilité, tu sais, dépendamment là, dans les jours qui suivent, là, en fonction de leur capacité à gérer les codes, là, tu sais, tout ça, puis vérifier les étiquettes, les contre-étiquettes, que tout est conforme, puis etc., là, tu sais. Parlant de ça, pour entrer sur le marché québécois, il y a quand même des particularités pour des vignerons qui sont dans d'autres pays. Justement, les étiquettes, il doit y avoir des étiquettes spéciales pour le Québec. Est-ce qu'il y a beaucoup de freins pour un vigneron qui est qui est à l'étranger pour faire de l'importation si il importe au Québec, ou est-ce que c'est quand même relativement simple pour Tu eux? sais, c'est relativement simple. Ben non, en fait, non, c'est compliqué dans ce sens, tu sais, ça peut être vraiment fatigant
parce que c'est des paysans, là, tu sais, souvent, là, pas tout le temps, mais tu sais, parfois, je veux dire, c'est comme... C'est ça, c'est un agriculteur, il est sur son tracteur, là, tu sais, ils ont des grosses mains, là, tu sais, c'est pas du monde qui vont nécessairement s'asseoir devant un ordinateur pour faire la recherche de c'est quoi les normes d'étiquetage au Québec, tu sais, qui sont pas nécessairement les normes partout à travers le monde. Fait que, tu sais, des fois, tu as comme quelqu'un qui a déjà fait son habillage de bouteille, puis là, il faut qu'il fasse comme un habillage différent juste pour le Québec. Puis là, s'il écrit quelque chose qu'il n'a pas le droit de, tu sais, ben là, il se le fait dire, il y a une pénalité, il faut enlever les contre-étiquettes ou tu sais, mettre un collant dessus, puis il facture genre 1$ la bouteille, ou je me souviens plus quoi, là, tu sais, c'est comme des fois, tu as des corrections d'étiquettes, puis t'es comme, non, sérieux, tu sais, l'écriteau, il est pas encadré, tu sais. T'es comme, voyons, tu sais, c'est... Ouais, ça peut être vraiment, ça peut être, oui, ils sont vraiment difficiles. Des fois, ils laissent passer, ils disent, OK, cette fois-ci, ça va, t'as reçu, tu sais, une palette, mais sur le prochain arrivage, fais-le corriger par le vigneron. Des fois, ça passe pas. C'est un petit peu aléatoire, tu sais, ça, tu le sais jamais, là. Mais c'est ça, il faut que les vignerons se conforment à ça. Une fois que c'est fait, honnêtement, tu sais, ça va. C'est juste le premier arrivage. Exact. Puis bon, tu sais, les agences ont quand même assez compris, là, ils veulent pas se faire taper ses doigts. Fait que, tu sais, ils font juste dire, ben, tu sais, regarde, voici ce qu'il faut sur ta contre-étiquette, clac, mets ça dans ton imprimante, mets une contre-étiquette, puis tout va être beau. Tu sais, je veux dire, ça, une fois que ça s'est fait, puis tu sais, bon, là, t'as le code barre maintenant. Tu sais, c'est quand il y a des changements structurels de ça que c'est compliqué pour les vignerons de suivre le pas, mais une fois qu'ils l'ont fait, là, tu sais, l'année suivante, c'est facile, là. Puis, tu sais, en fait, ça a été compliqué quand ils ont introduit les codes barres, parce que là, ils ont fait une grosse job, la SAQ, de justement revoir les étiquettes et tout ça. Mais sinon, à part ça, tu sais, je veux dire, il y a des vignerons qui voulaient pas avoir de code barre sur leur bouteille, tu sais. Puis ça, à l'époque, avec Primavin, ça avait fait un truc quand même, là. On en avait perdu, tu sais. Ils trouvaient que c'était comme un peu entré dans le... Ouais, c'est ça. Ouais. Avec la part, ils voulaient pas de code barre sur la bouteille. Puis je le comprends, tu sais. Il y a comme une espèce de... Tu sais, c'est dans le mouvement un peu de contre-culture, de la paysannerie, puis du vin, puis de la poésie, si tu veux, du vin, tout ça, de la beauté du vin, de mettre tu sais, produit commercial. Ben oui, mais absolument. Puis tu sais, le code barre, là, il y a personne qui sait les lire, les codes barres, là. C'est un langage. Même la SAQ, c'est pas lire les codes barres. Tu sais, c'est des ordinateurs qui parlent à des ordinateurs, tu sais. C'est le langage de la singularité technologique. Les codes barres, là, personne peut les lire à part les ordinateurs. Tu sais, c'est pas. Fait que quand ton vin, tu veux que ce soit quelque chose tu sais, qui est fait pour être vécu, puis que ce soit comme un produit humain pour les humains, ben tu sais, je comprends que tu veuilles pas nécessairement comme embarquer les ordinateurs dans le processus. Tu veux que ça reste d'humain à humain, cette transaction-là, ouais, c'est ça. Bon, tu sais, c'est une des raisons qu'il nous a donné, tu sais, puis je la trouve vraiment belle, sa raison. Tu sais, après, c'est sûr aussi, je pense qu'il il voulait pas se faire chier avec tout le processus là, de changement et tout, mais ouais. Mais bref, c'est ça. Tu sais, pour être tout à fait honnête, là, tu sais, je le comprends, le besoin, puis il est plus, tu sais, c'est plus simple en termes de distribution d'avoir un code barre comme sur toutes les autres bébelles que tu achètes, là, tu sais, c'est comme ça. C'est vers ça que le monde s'en va, tu sais, fait que bon. Mais est-ce qu'il devait y avoir un code barre même pour les vins destinés aux restaurateurs? C'est vraiment pour rentrer dans la grosse machine de la SAQ? Oui, c'est ça, OK. Pas juste pour les vins en tablette, là, parce que, ben, de toute façon, à l'époque, vous en aviez pas, là, à la SAQ. Non, exact. OK. Mais oui, c'est ça. Pour eux, c'était leur façon, si tu veux, de mettre leur système informatique à jour. Puis, à l'époque, ils parlaient d'abolir le timbre. Et l'idée, c'était que le code barre doive remplacer. Exact. L'idée, c'est que le code barre devait remplacer le timbre. Finalement, c'est juste les deux qui continuent à être appliqués. Mais moi, j'ai entendu une théorie là-dessus. Elle n'est pas vérifiée, mais elle est vraiment... En tout cas, c'est vraiment hallucinant ce que j'ai entendu là-dessus, tu sais, sur le timbre, mais tu sais, ça en dit vraiment long, en fait, sur la façon dont les choses sont, tu sais, comment dire, dont la SAQ est liée avec plein d'autres organisations, tu sais, c'est extrêmement complexe tout ça, tu sais, puis
en tout cas, on rentre vraiment dans le vif du sujet, là, tu sais, avec ce que j'ai entendu, puis comme je dis, je sais pas si c'est vrai, tu sais. Oui, non vérifié. Mais non vérifié, absolument. Mais ce que j'ai compris, c'est que tout le monde était il y avait une pression pour que le timbre disparaisse, parce qu'effectivement, je veux dire, c'est compliqué, puis c'est une opération tu sais, qui coûte de l'argent là, inutilement. Tu as déjà le code barre, tu n'as aucun besoin. Tu peux retracer, tu sais. Ouais, peut-être pour les gens Ah qui oui, ben connaissent le pas timbre, tu sais, il y en a on peut-être ça, il y en c'est a une québécois, entreprise. mais Il y a ouais. aussi, Ouais, c'est ça. Bon, tu sais, t'as RACJ, ça, c'est la Régie des alcools, des courses et des jeux. Hein, le timbre, c'est pas la SAQ, en fait, c'est le timbre de la RACJ. Exact. Toujours. Et en fait, la raison que j'ai entendue, une des raisons que j'ai entendues, OK, pour qu'on conserve le timbre, c'est que ça permettait à l'escouade de la moralité, OK, qui est l'escouade qui contrôle justement la régie des alcools, des courses et des jeux, mais qui contrôle aussi toutes les bars de danseuses, tous les réseaux, mettons, tu sais, de prostitution et tout ça, de bars aussi, bars criminalisés, tout ça. C'est que eux, avec ça, ils peuvent rentrer dans ton restaurant sans mandat à cause du timbre, parce qu'ils viennent checker les timbres. Fait qu'ils rentrent, tu sais, bon, vous êtes sûrement fait contrôler, c'est normal. OK, vous faites contrôler. Et les gars, ils viennent ici avec leur gun, tu sais, sur le côté. Là, ils rentrent, t'es comme, wow, OK, attends, tu sais, ça saisit, parce qu'on n'est pas dans le game, tu sais, on n'est pas leur clientèle cible. Là. Parce que s'ils rentrent dans un bar qui est criminalisé pour checker, voir si t'as pas des mouches à fruits dans ta bouteille, tout ça, tu sais, qu'est-ce que tu penses? Ils checkent qu'est-ce qui se passe aussi partout autour, tu sais, ils spotent. Puis là, ils sont comme, OK, là, maintenant, on le sait, on a spoté ça. Fait que pour eux, c'est un super outil de vérification, puis c'est un in dans des places qu'ils ont spotées, puis qui, tu sais, fait que, Parce qu'ils n'ont pas besoin de mandat. parce qu'ils n'ont pas besoin de mandat, ils viennent checker les timbres. Ouais. En tout cas, je sais pas si c'est vrai, tu sais, qu'il y a eu comme, qui se sont parlé, mais une chose est certaine, c'est que la RACJ puis la SAQ, tu sais, ils sont, c'est pas nécessairement des amis, tu sais, c'est deux organes séparés du gouvernement. Puis, mais les deux ont leur influence sur la vie des petits entrepreneurs, tu sais, comme vous et moi à l'époque, là, que je faisais de l'importation. Parce que, tu sais, tu dis, OK, mais ça, je veux dire, ça nous empêche pas ça nous empêche de vivre, mais tu sais, c'est quand même compliqué, ces histoires de timbre pour beaucoup de monde. Ben, c'est stressant aussi, là, parce que, tu sais, des fois, on en reçoit, là, le timbre collé dans le fond de la boîte, là, t'es comme, oh my God, tu essaies de décoller le timbre pour le remettre dessus, parce que tu sais que si tu te fais inspecter, si t'as un timbre qui est pas là, c'est la fin du monde, là. Ils peuvent vraiment, ils peuvent sévir. En même temps, bon, tu sais, ils sont compréhensifs, là. Comme, tu sais, la RACJ, ils viennent ici, ils trouvent de quoi, là, la moralité. Ils disent, ah, t'as 2-3 mouches là, tu sais, revire-moi ça. Mais, tu sais, s'ils voient que tout est legit, ils... Non, c'est ça. Nous, on n'a pas eu une très bonne expérience. Ben, en fait, on check tous nos étiquettes, mais ça arrive des fois que on est dans le jus, on est dans un rush. Il y a un vigneron qui est venu nous porter sa caisse. On avait 12 bouteilles. Vigneron québécois, on était bien contents d'avoir ces vins sur nos tablettes. Il nous livre ça en plein service. On se dit, on va le mettre tout de suite sur les tablettes parce que là, les gens vont pouvoir montrer un nouveau vin qu'on vient qu'on vient de recevoir. Mais ça sur les tablettes, 2 jours plus tard, je pense, la SAQ passe. La RACJ passe, la moralité passe. Premièrement, avec 4 goons plus une femme. Ça monte le gun, les médailles. Là, nous, on était un peu comme, oh mon Dieu Seigneur, ça fait pas longtemps qu'on est ouvert à ce moment-là, ça fait 6 mois peut-être. Et qu'on a peur. Fait déjà là, on se sent petite un peu, là. Là, il commence à regarder, puis il regarde vraiment littéralement toutes nos bouteilles. Et là, il arrive. Il check tout, là. Ils rentrent, sont allés en bas, sont allés voir dans bon, tout. Nous, on fait extrêmement attention d'être legit. On niaise pas avec ça, là. On veut pas s'amener, on veut pas avoir de problème. Sauf que là, la caisse du vigneron qu'on a mis sur nos tablettes un soir, on n'avait pas vérifié qu'il y avait des étiquettes. Et il n'y en avait pas. Donc là, pogne la bouteille. Oh, non, ça, c'est pas timbré. On part avec. Fait qu'ils saisissent la caisse. Ils sont assez gentils parce qu'ils nous disent, ben, tu sais, pouvez-vous nous montrer la facture, comme quoi vous l'avez vraiment payé au vigneron? On montre la facture.
il y a un agent qui nous dit, ben si vous demandez au vigneron qui vous écrive une lettre pour vous dire que c'est de son erreur, il a oublié de timbrer parce qu'il y a quand même plusieurs types de lois. Là, si t'es une épicerie, t'as pas besoin de timbrer ou la même chose. En tout cas, écris la lettre, mais là, on reçoit un beau rapport. Puis nous, on l'a contesté parce qu'on a toutes les preuves comme quoi on n'a vraiment pas fait ça dans un mauvais... tu sais, c'était pas parce qu'on voulait fourrer la loi, là. Oui, exactement, mais c'est 12 petites bouteilles d'un vigneron québécois qu'on n'a pas vu sur nos, tu sais, qui sont parties, probablement détruites maintenant. C'est super triste. Finalement, on a réussi à parler avec le vigneron, on a reçu notre caisse de remplacement, mais là, nous, on veut pas laisser aller cette situation-là, puis on a une amende très salée. Ouais. Fait que ça a été notre première expérience. J'avoue que on aurait pu en avoir une plus facile. Oui, comme première. effectivement. Moi, une caisse, je peux comprendre que là, il a réagi. Mais tu sais, des fois, si tu as une bouteille, tu sais, puis mettons, tu as la caisse qui est là, puis il manque un thème sur une bouteille, ils vont le comprendre que le thème, il s'est peut-être décollé, tu sais, puis tu sais, dans le sens, c'est ça que je voulais dire. Mais effectivement, une fois que c'est salé, là. Puis, tu sais, c'est le dossier après qu'on veut pas qu'il soit non plus entaché parce qu'on fait vraiment attention, puis on en a du vin ici. Ouais. Puis, tu sais, les vignerons, même affaire, des fois, ils mettent ses affaires dans la caisse. Il y a une caisse là qui est pour l'épicerie, l'autre caisse là qui est pour le resto. Il fait sa livraison. Il y a d'autres chats à fouetter, tu sais, que de vérifier ça. À un moment donné, il arrive ici, il donne pas la bonne caisse. Tu sais, Mais oui, ça arrive. Puis c'est dommage parce que, tu sais, tout le monde se fait un peu gronder, mais au final, tu sais, c'est pour un bon produit qu'on voulait vraiment mettre de l'avant ce vigneron-là, puis que les gens puissent découvrir un talentueux producteur. Tu sais, c'est dommage parce que ça teinte pas mal notre expérience aussi. Ouais. Puis ils sont pas là pour les... Tu sais, cette escouade-là est pas là pour ça, là. Je veux dire, on n'est pas dans le temps dans le Capone, là, où est-ce que vous avez un alambic dans le sous-sol, tu sais, puis je veux dire, tu sais, on n'en est plus là, là. Je veux dire, en tout cas, ils sont un petit peu zélés, c'est sûr. Mais donc, finalement, ça va rester, les teintes. Ça va rester. Est-ce qu'on comprend? Ben, écoute, je sais pas, comme tout le monde se demande pourquoi ça reste. Tout le monde se pose la question, je veux dire, on n'a pas vraiment de réponse, là. Ils étaient supposés les enlever. Bon, à suivre. À suivre. Ça demande aussi beaucoup de main-d'œuvre, j'imagine, à la SAQ. Tu sais, eux doivent timbrer chaque bouteille avant de l'envoyer. C'est compliqué aussi parce que, admettons que tu trouves du vin, justement, dans une succursale de la SAQ, tu sais, il reste 6 bouteilles d'un truc que tu veux les avoir dans ton restaurant, ben là, faut que tu les fasses timbrer, tu sais, faut que tu les achètes, que tu les amènes dans une place qui te les rembourse puis qui te les retimbre. Puis, tu sais, c'est vraiment des opérations ridicules, là. En tout cas. Dans toutes les grosses structures administratives, il y a des espèces d'absurdités comme ça, là. Exactement. Mais bref, c'est ça, on parlait du vigneron, là, vous le faites venir les bouteilles ici. Après, une fois que les vins sont libérés, ben là, dépendamment comment ce que tu as en stock, ben, tu sais, là, tu sors du vin en échantillon. Donc, les agences ne sont pas propriétaires du vin. Les agences qui importent le vin, ils sont responsables, mais ils ne sont pas propriétaires. Est-ce que c'est la SAQ qui paye les vins aux vignerons? Oui. OK. Puis après ça, vous, les frais d'agence, vous les facturez? Exactement. Comme nous, on dit qu'on est importateur, mais en réalité, c'est pas vrai. C'est la SAQ qui importe le vin. Nous, on est, si tu veux, vraiment des fournisseurs de services. Okay. Donc, les importateurs, tu sais, ce qu'on appelle les importateurs, nous, on crée un lien, en fait, entre les commerçants et les vignerons par le biais de la SAQ. Mais tous les vins, tous les alcools au Québec appartiennent techniquement à la SAQ. Vous êtes un peu comme des sous-contractants de la SAQ. Absolument. En quelque sorte, ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment à ça. Puis quand j'expliquais le modèle d'affaires qu'on a, les importateurs ici, à des importateurs américains, qui s'arrachaient les cheveux, là, ils étaient comme, attends, de quoi tu parles? Parce que eux, ils achètent un bien à tel prix, puis ils le revendent avec profit, comme ce que tu fais partout. Nous, on ne fait pas de profit sur les bouteilles. On facture un frais d'agence, un frais de service qui est pas énorme, mais tu sais, qui est correct, là, tu sais, je veux dire, tu sais, somme toute, je veux dire, on a besoin d'avoir une garantie bancaire pour assurer l'inventaire qu'on a fait rentrer, mais on n'a pas de cash down, on n'a pas besoin d'avoir, tu sais, un 200 000 $ de côté pour acheter plein de vin
puis revendre à profit. Tu sais, c'est pas, le vin ne nous appartient pas. Si tout le vin explose, là, si l'entrepôt explose, nous, on n'a rien perdu. Vous avez réparti. On a juste perdu des revenus qu'on avait prévu faire dans notre année. Avec vos frais d'agence. Parce que la SAQ vous redonne absolument rien. Non. Mais pourquoi, dans ce cas-là, vous avez besoin d'une garantie bancaire si c'est pas vous qui avez rien à voir avec le vin qui est en... Parce que on est comme responsable du vin, en fait. On est responsable, il faut, tu sais, il faut qu'on ait, comment dire, c'est nous qui décidons d'acheter le vin. Fait qu'il faut comme qu'on le paye à l'avance. Tu sais, le modèle, en fait, là, des agences, là, tu sais, comme on le connaît maintenant, c'est pas pour ça qu'il a été créé, en fait. Il a été créé à la base parce que la SAQ a pas le droit devant l'Organisme mondial du commerce d'être un monopole. Donc, ils ont dit, on donne la possibilité à tout le monde de faire, d'importer du vin, mais il faut qu'ils squattent notre structure, tu sais, un petit peu ça. Et à la base, c'était pour, mettons, toi, tu sais, qui voyage en Bourgogne, tu te lis d'amitié avec un vignoble, un vigneron bourguignon, puis là, tu es comme, ah, j'aimerais ça avoir tes vins, tu sais, j'aimerais ça d'en faire rentrer comme 3 caisses, tu sais, tu me ferais tout ça? Ah, pas de problème, parfait. Là, si tu fais ça comme ça, tu sais, tu te fais livrer ça par bateau, là, tu passes comme en dehors des circuits légaux. Fait que là, ils se sont dit, OK, comment qu'on va permettre ça? Ben, OK, tu as le droit de faire venir le vin que tu veux, mais là, il faut que ton vigneron, il remplisse tel formulaire, tu sais, que ça passe dans la moulinette. Puis, tu sais, nous, on le fait rentrer, on va l'entreposer, mais on n'est pas certain que tu vas les acheter, tes vins. Fait que donne-nous un genre de cash down, tu payes une partie en avance, tu sais. Au départ, c'était ça. Tu sais, là, le modèle, c'est comme vraiment développé. Puis à un moment donné, ben eux, ils sont adaptés. Ils ont dit, OK, mais là, on peut pas non plus permettre tu sais, à quelqu'un de faire ça juste comme ça, mettons, pour des immenses quantités de vin. Ça fonctionne, mettons, pour, tu sais, je sais pas, moi, 300 bouteilles à la limite. Mais là, si tu te mets à importer, faire rentrer 50 000 bouteilles, là, ils ont structuré le modèle. Puis là, ben, ils ont créé ce système où est-ce que tu as une garantie bancaire qui assure que si jamais là, tu n'arrives pas à le vendre, le vin, ben eux, ils récupèrent de l'argent parce que, comment dire, eux, il n'est pas dans leur réseau, ce vin-là. Ils ont pas, à la base, tu sais, ils considèrent qu'ils n'ont pas la capacité de le sortir. Tu comprends? Tu sais, ils sont pas là pour improviser, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va savoir faire quoi faire avec le stock. Parce qu'ils ne connaissent pas le produit. Ouais, il serait capable de le vendre. Il serait complètement capable de le vendre en réalité. Tu sais, puis il y avait eu cette histoire là, récemment là, avec la destruction de bouteilles. Là, ça avait comme fait un gros truc. C'était quoi l'argument? C'était juste que ils n'ont pas comme l'expertise ou ça prend de la place dans leur entrepôt ou le délai d'entreposage est expiré. Donc, il y a d'autres stocks qu'il faut qu'ils rentrent. Fait que ça on détruit comme ça. C'est un drôle de réflexe commercial de notre point de vue. Mais pour eux qui gèrent une logique de mouvement de caisse, puis de palette, puis d'entreposage, c'est juste ça, la solution qu'ils ont trouvée, ça leur revient moins cher de détruire du stock. Mais eux, ils perdent. C'est vraiment weird, mais ouais. Puis, est-ce que l'agence, dans ce cas-là, est responsable si les produits sont pas sortis? Oui. Fait que vous payez les bouteilles, vous repayez les bouteilles à la SAQ qui vont détruire? Comment ça fonctionne? Ouais. Faut que tu payes des frais de destruction. Ouais. Fait que vous payez non seulement le produit, plus des frais de destruction? Ben en fait, on rachète pas au prix que la SAQ le vend, on rachète au prix avant toutes leurs taxes. OK. Plus les frais de destruction, le cost. Exact. Ouais, exact. Est-ce que ça arrive souvent? C'est vous arrangez pour pas que ça ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, pendant les difficultés qu'on a eues avec la post-pandémie, tout ça, tu sais, il y a des agences qui préféraient faire détruire du stock, mettons, de rosé, qui voyaient qu'ils n'allaient jamais réussir à le vendre avant l'expiration, tu sais, des 150 jours de délai, parce que ça, c'est un truc que j'ai pas dit, mais on a un délai prescrit, si tu veux, un certain nombre de jours pour que les vins soient sortis. Fait qu'à partir du moment où ça entre dès que c'est libéré, tu as 150 jours d'entreposage sans frais. Sans frais. Il n'y a pas de cadeau dans la vie, mais sans frais. Puis après ça, ben là, ils te chargent par mois, à chaque mois, jusqu'à maintenant, ils sont rendus, je pense, jusqu'à 360 jours qu'ils donnent. Okay. Avant, c'était maximum 210, mais là, vu qu'il y avait trop de stock puis trop de problèmes, tu sais, ils ont élargi un petit peu leur politique. Donc, ils te chargent jusqu'à 360 jours.
mais ils font vraiment beaucoup de cash avec ça. Là. C'est comme... Ils chargent par bouteille? Par caisse. Ouais, par caisse. Et, que ce soit une caisse de 12, de 6, de 3, c'est le même C'est le prix. même prix. Ah, ouais. Puis, fait que, tu sais, ça, en fait, eux, ils ont dit, OK, on préfère mettre des extensions de délai plus longues parce que ça fait du cash, là. Je veux dire, tu sais, c'est vraiment... Ouais, eux, c'est rentable. c'est rentable pour eux. Puis Puis ça leur coûte pas plus cher, tu sais, mettons que tu sais, l'entrepôt, là, ça ressemble à peu près à ça, là. T'as des gens d'adresse, tu sais, t'as des alvéoles comme ça, tu sais. Mais ça coûte pas plus cher par pied carré parce que le vin, ça fait 150 jours qu'il est là, ou parce que, tu sais, c'est le même espace qui est utilisé, tu sais, dans le sens, c'est juste une facturation qui est coercitive pour que le monde, les agences, tu sais, fassent sortir le stock, fassent bouger le stock plus rapidement, tu sais. Mais les agences ont une capacité maximale de caisses qu'ils peuvent entreposer à la SAQ, j'imagine? Ça, c'est récent aussi. Ça a été tout mis en place justement avec leur dernière grosse refonte là, du système. Là. Ils ont introduit un calcul de vélocité là, que j'ai jamais réussi à comprendre vraiment. C'est quoi là, comme leur calcul, là, mais tu sais, ils calculent combien tu as vendu dans le dernier trimestre. Puis là, ben, en fonction de ça, soit ta capacité d'achat diminue ou augmente, mais il y a personne chez qui elle augmente pratiquement. Là. Donc, en fonction de ta vélocité, ben, tu peux, tu sais ça, tu peux avoir un certain nombre de caisses. Ça a fait aussi jaser beaucoup, ça a changé le modèle d'affaires de tellement d'agences, là. Ça a été contraignant, oui, ça a été tough. Sur tous les modèles d'affaires de tout le monde. Tout le monde était devant des choix à faire qui étaient comme tellement difficiles à faire, tellement comme, tu sais, impensables. Puis eux, c'est comme la SAQ, ils changent les règles quand ils veulent. Tu sais, je veux dire, ils ont le gros bout du bâton. S'ils décident que ça fait pas leur affaire, ben ils changent la règle. Tu sais, c'est compliqué. Ils ont des bons avocats, ils en ont beaucoup, puis tu sais, ils s'assurent que tout soit legit puis que ce soit réglementaire. Mais quand ils changent, quand ils introduisent des nouvelles modalités comme ça, tu es obligé de t'y plier. Tu sais. Puis ça fait en sorte parce que avant, en fait, tu avais une capacité d'achat qui était déterminée selon ta garantie bancaire. Fait que si les choses allaient bien, ben là, tu pouvais réinjecter de l'argent dans ta garantie bancaire, puis dire, OK, maintenant j'ai une capacité d'achat de temps, ben OK, je vais augmenter le volume sur certaines cuvées qui fonctionnent bien. C'est que tu pouvais bouger comme ça. Là, quand c'est devenu le calcul de vélocité, premièrement, tout le monde s'est fait couper énormément sa capacité d'achat totale, parce qu'ils ont fait le calcul en fonction de pendant les réouvertures. Et tout le monde avait eu des années comme vraiment tellement bizarres, tellement peu représentatives, que pratiquement tout le monde a diminué en capacité d'achat. Donc là, si... Ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils n'ont pas tenu compte du tout de ils ont essayé, ben, eux, ils ont fait... ben, tu sais, puis honnêtement, là-dessus, tu sais, je les comprends quand même. Tu sais, eux, ils comprennent leur réalité, tu sais. Eux, ils ont regardé l'entrepôt total, ils ont dit, OK, ils ont vraiment eu un réflexe d'une institution qui gère une immense capacité d'entreposage et que, tu sais, ils ont regardé c'est quoi, comment ça se passe dans le monde. Ouais. Puis ils sont arrivés avec ce calcul de vélocité parce qu'il faut que le stock bouge. Tu peux pas avoir du stock qui reste sur les tablettes. Puis ça, je le comprends, tu sais, il y a une sorte de logique derrière ça. Ouais. Donc, eux, ils ont regardé, si tu veux, leur capacité totale et leur besoin de vélocité totale. Puis là, ils l'ont attribué, ils l'ont divisé dans le nombre d'agences qu'il y avait. Puis ils ont dit, ben, tu sais, toi, tu as tant en fonction de... Tu as comme une petite portion de ça en fonction de ce que tu as fait déjà. Tu sais, toi, ils ont distribué les trucs comme ça. Ce qui est logique, mais ce qui est quand même étonnant parce que ils contrôlent pas vraiment le marché, mais ils contrôlent avec des mesures comme celle-là, tu sais. Fait que c'est pas clair vraiment c'est quoi leur rôle, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'ils sont arrivés avec vraiment, là, tu sais, ils sont allés chercher, ils ont dû se creuser la tête vraiment longtemps pour arriver avec une mesure comme celle-là, qui allait faire en sorte d'influencer le marché sans qu'ils le contrôlent, sans qu'ils disent, hey, non, t'as plus le droit, parce que c'est un marché libre, techniquement, tu sais. Fait qu'ils peuvent pas dire t'as le droit ou t'as pas le droit de n'importe, tu sais, de faire ce que tu veux là-dedans, n'importe ça. Fait ils ont mis des mesures contraignantes. Et là, tu avais plein d'agences qui avaient, mettons, une capacité, tu sais, admettons qu'ils font rentrer 250 000, admettons, 250 000 caisses, mettons 100 000 caisses, OK, par année. Mais là, eux, les agences, ils regardent leur chiffre d'affaires basé en fonction de 100 000 caisses par année. Ouais. Fait que là, ce chiffre d'affaires-là, admettons que ça leur génère 600 000 $ par année.
OK? Ben, ils peuvent avoir tant d'employés, ils peuvent avoir des bureaux à telle place, tu sais, se fixer des salaires comme ça, faire des prévisions pour l'année prochaine, bon, etc., etc. Là, si tout à coup, tu leur dis, ben là, tu as 50 000 caisses par année. Ben là, eux, ils veulent pas descendre à 300 000 de chiffre d'affaires par année. Fait que là, parce que là, ils vont être obligés de licencier des employés, ils vont être, tu sais, ils sont obligés de changer toute leur structure en fonction du chiffre d'affaires que ça va générer. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, OK, ben là, j'ai le choix entre faire rentrer que du vin plus cher pour générer du chiffre d'affaires qui va me permettre de continuer de survivre, mais le vin plus cher, ça sort moins vite. Fait que si je fais ça, je garde mon chiffre d'affaires, mais le trimestre prochain, je perds en capacité d'achat. Fait que là, c'est comme, je vais juste m'éteindre à petit feu de trimestre en trimestre pour garder du chiffre d'affaires. Ou je fais rentrer du petit vin pas cher en grosse quantité qui va pas me générer un gros chiffre d'affaires, mais qui va me générer beaucoup de capacité d'achat. Tu sais, les gens, ils jonglaient avec leurs inventaires comme ça. Fait que là, après, il faut que tu ailles voir tes vignerons. C'est une gymnastique, puis tu vas voir tes vignerons après, puis tu leur dis, hey, je peux juste pas t'acheter toutes les cuvées comme je faisais avant, tu sais, mais je peux juste prendre tes cuvées pas chères si c'est ça que tu as décidé de faire, ou les plus chères si c'est ça que tu as décidé de faire. Fait que ça a comme tout modulé le marché. Les vignerons, tu sais, c'est ça. Ça a été vraiment difficile de leur expliquer ça. Ils comprenaient pas. Il y en a beaucoup qui ont, tu sais, il y a eu beaucoup de mouvements à ce moment-là. Les gens se retournaient vers d'autres, tu sais, ils regardaient ailleurs, disaient, OK, les autres agences, mais non, les autres agences ont la même réalité. Ils sont pas, ils veulent pas prendre, ils ont été obligés d'abandonner, tu sais, certains vignerons, en fait, t'as comme pas le choix, ou de les mettre en succursale. Parce que là, ton calcul de capacité d'achat, il n'était pas fait de la même façon. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agences qui... Parce que nous, on l'a vécu chez Saucette, tu sais, on avait des vins en tablette ici d'importation privée. Puis là, on se rendait compte que finalement, le même vin, la même cuvée avait abouti en tablette à la SAQ pour moins cher. Ça l'a squeezé complètement les gens. Ça l'a squeezé les importateurs qui étaient tout à coup obligés de se délester du stock qui savaient qu'il y avait, mettons, ils font, tu sais, tu fais rentrer, admettons, 6 000 bouteilles de telle affaire, ben ça va vraiment ruiner ta capacité d'achat parce que ça va l'accaparer. Fait que tu le places à la SAQ, tu t'en débarrasses. Je veux dire, tu sais, dans ce sens-là, ça ruine pas ta capacité d'achat. Ça génère beaucoup moins de profit, par contre. Fait que là, il faut que tu... On se demandait pourquoi c'est parce que c'est arrivé souvent dernièrement. Puis c'est pas quelque chose qu'on nous explique. Ça a pas l'air d'être vraiment très compris non plus. C'est comme un peu difficile à comprendre dans le sens, tu sais, faut vraiment l'avoir vu se produire pour comprendre ce mécanisme-là, parce que tu sais, c'était pas le rêve nécessairement des importateurs de placer tout ce vin-là dans les succursales. C'est juste qu'ils ont été squeezés, tu sais. Puis après ça, tu vas voir ton vigneron puis tu te dis, ben, tu sais, je t'en prenais 6 000 avant, là, je peux pas t'en prendre plus que 300, tu sais. Il y avait plein de stocks comme ça aussi. Moi, j'ai reparlé avec d'autres importateurs, puis il y a des trucs que je mettais avant sur des cartes des vins, tu sais, qui étaient justement des vins faciles à bouger, tu sais, à bon prix. Puis t'es comme, écoute, avant, j'en faisais rentrer justement en 6 000, là, j'en fais rentrer 300, tu sais, 600, donc une palette. Puis je vois comment ça sort, parce que sinon, ça prend toute ma capacité d'achat, tu sais. Oui. Puis ça doit expliquer un peu pourquoi aussi il n'y a pas tant de vins pas chers qui sont disponibles en importation privée. On dirait qu'ils sont tous rendus à la SAQ. Ils sont rendus à la SAQ. C'est difficile pour nous, en tant que cavistes, parce que bien que chez Saucette, on se prend vraiment une marge très basse. Là. C'est pas une marge de restauration parce que sinon, les prix sont ridiculement trop élevés. Puis on voudrait jamais vendre un produit à ce prix-là. On sait que les gens pourront pas vraiment se le permettre, même si on trouve que ça vaut le prix. Là. Mais quand on fait nos sélections, c'est sûr qu'on essaie de trouver des vins un petit peu moins chers de temps en temps. En fait, le plus possible, on essaie de se retrouver dans un bracket de prix qui est raisonnable, selon nous, pour que ce soit accessible, exactement. Parce que des grosses cuvées qui coûtent trop cher, nous, on n'achète pas vraiment ça. Sauf que là, avant, puis on l'a vu même en 1 an et demi, au début, quand on faisait des commandes, on avait beaucoup de bouteilles qu'au cost était sous les 30 $. Là, il y en a plus beaucoup, là. C'est vraiment pas des gros. Puis s'il y en a, c'est des micro-quantités, ça part super vite.
Fait que c'est difficile de se retrouver avec des vins qui sont un peu moins chers. Fait que là, on dirait qu'on comprend un peu plus pourquoi tout ce mouvement-là existe. Ouais, mais c'est carrément Mais ça. c'est ça. C'est vraiment ça. Je veux dire, les vins à volume, les agences ont décidé de les placer en succursale. Puis les vins qui étaient, mettons, tu sais, déjà démarchés, donc le travail a déjà été fait, ben OK, maintenant, tu sais, c'est rendu en succursale. Puis après, ben les agences, tu sais, continuent à faire un peu de la prospection, tu sais, pour voir comment, tu sais, sont où les tendances, mettons, dans le monde du vin, tu sais, puis fait qu'ils continuent de faire évoluer les tendances avec ce qu'ils gardent en IP, puis ben le reste, c'est ça, passe en tablette. Moi je trouve ça très dommage, vraiment, là, mais bon. Comment vous faites, en fait, comment vous faites pour décider, mettons, quel vin va se retrouver? Parce qu'il y a des agences souvent qu'on va retrouver autant en restauration que en tablette de la SAQ. Tu sais, puis on voit certaines agences qui font leur arrivée sur les tablettes de la SAQ. Comment tu fais pour choisir un vin qui va aller vers le marché de la restauration, puis un qui va aller directement à la SAQ? Comment vous faites ce choix-là? Ben, tu sais, tout le monde le fait de façon différente. Il y a des agences qui décident de tout placer à la SAQ. Pour eux, c'est une façon de démocratiser puis de rendre le vin accessible. Effectivement, c'est pas 100% faux. Tu sais, dépendamment des agences, chacun a sa réflexion derrière ça. Il y a des grosses agences, par exemple, qui vont analyser les tendances, dire OK, parfait, en ce moment, le Mencia, tu sais, il y a une augmentation de 1% dans la dernière année de la consommation de Mencia, tu sais, du Bierzo. Ça tombe bien, tu sais, j'ai regardé, ils n'ont pas beaucoup de références à la SAQ comme ça. Nous, on a trouvé un vigneron, on a fait une entente avec lui, tu sais, pour fixer les prix un peu moins chers, arriver dans ce price range-là à la SAQ. On pense que ça va vraiment cartonner. Là, tu fais ta soumission à la personne qui est responsable de l'Espagne à la SAQ. Il dit, ah oui, effectivement, ton dossier il est bien étoffé. On pense que ça va bouger pas mal. On va faire comme, tu sais, on va y mettre une bonne place, tu sais, dans les, mettons, tu sais, dépendamment des succursales, tu sais, des fois, il y a des caisses comme ça, tu sais, tu rentres, tu sais. Tout le fronting à la SAQ, il est calculé, tu sais, fait que quand tu rentres dans ce genre de business-là, tu sais, là, ça prend une genre d'expertise commerciale que moi, j'ai pas du tout, là, parce que j'ai jamais vendu de vin à la SAQ sur les tablettes. Mais c'est ça. Là, tu sais, tu passes là-dedans, puis c'est comme ça que tu arrives à faire assez de volume pour que ça vaille la peine. Si après ça, tu sais, si c'est un vin que carrément tu as déjà sur ton portfolio, puis là, tu dis, OK, ben là, on est rendu à devoir délester des références parce qu'on a trop, ben là, tu fais un bid, puis tu espères que la SAQ a besoin de Pinot Noir alsacien, mettons. Est-ce que là, tu sais, c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'ils vont le prendre. Ça se peut qu'ils disent, ben non, nous, tu sais, t'as le droit, en fait, à 5 pitchs. Ben, je sais plus si c'est encore comme ça, mais à l'époque, tu avais le droit à 5 pitchs gratuits par année. Sinon, après chaque demande, mettons que tu voulais faire pour rentrer un produit, ça te coûtait une couple de 100 pièces. Un pitch pour une cuvée. Fait que là, tu dis, OK, cette cuvée-là, je veux la placer en succursale. Fait que là, tu montes un petit dossier, tu le présentes, puis là, la succursale accepte ou pas. Ben, pas la succursale, mais la SAQ accepte ou pas. C'est ça. Mais en fait, eux, ils ont des acheteurs. Oui. Donc, l'acheteur, lui, il est conscient de ce qui se passe en France. T'sais, ils n'ont pas besoin en ce moment d'autres Bourgognes à entre 55 et 70 pièces les tablettes. Ils ont déjà ce qu'il faut. Mais si tu arrives avec une Bourgogne, la Bourgogne à 28 pièces, là, ils vont dire, ah oui, ça, il y a un créneau pour ça, on en veut, ils vont accepter. Puis, tu sais, il y a aussi un petit peu de, OK, ben, tu sais, nous, sur ton portfolio, ça, on voudrait l'avoir. Fait que, tu sais, si tu nous donnes ça, là, on va peut-être t'ouvrir aussi, tu sais, sur d'autres trucs que tu aurais besoin, qu'on a moins un gros besoin, mais, tu sais, il y a moyen de s'arranger. Tu sais, il y a un petit peu de Est-ce qu'ils goûtent aussi ou si c'est juste fait, ça vient de telle région, tel prix, c'est bon, on le rentre en tablette? Je sais pas s'ils goûtent toutes à chaque année, mais oui, ils goûtent, oui, quand même. Mais tu sais, c'est pas, comment dire, tu sais, c'est des fonctionnaires. Leur job, leur mandat, c'est pas c'est pas comment dire. Leur mandat, c'est de faire rentrer du cash pour le gouvernement. Je veux dire, il faut que ça, tu sais, c'est pas parce que le gars, le goûteur, tu sais, il a un coup de cœur personnel qui va dire comme, ah oui, hey, ça m'allume vraiment.
on en veut, tu sais, c'est très calculé, tu sais, c'est gouvernemental. Fait que s'ils agissaient comme ça, tu pourrais dire, hey, là, wow, il y a trop de copinage, là, tu sais, attention, là, tu sais, t'es un fonctionnaire qui a juste trop de pouvoir décisionnel. Fait que, tu sais, c'est très calculé, là, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Faut qu'ils justifient quand même leurs actions. Mais tu sais, je veux dire, ce système-là fonctionne, là, tu sais, ils arrivent à avoir comme plein de vin sur les tablettes, là, puis je veux dire, Ben, c'est ce qui fait qu'un caviste, c'est le fun au final, parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions dans ce qu'il y a sur les tablettes que en SAQ, où c'est calculé avec des chiffres, puis des... Absolument. Ouais, nous, on choisit avec le cœur, puis... Ouais. C'est une grosse différence. C'est la différence principale, en fait. Tu sais, c'est que, vu que, mettons, au Québec, on n'a pas de cavistes partout, tu sais. Comme partout ailleurs dans le monde, tu as des cavistes, tu sais, puis le choix éditorial, il est fait. Tu sais, quand tu franchis la porte, tu sais t'es où. Si tu rentres dans un caviste de vignerons naturels, qui distribue que des vignerons naturels, puis c'est ça son stamp, ben tu le sais, tu sais, que tu le sais que t'es où. Si tu rentres dans un genre de supermarché, ben là, c'est clair aussi, t'es où. Tu vas pas trouver des affaires nécessairement que tu recherches chez le caviste, qui vend des vins de vignerons indépendants puis des vins naturels. Tu sais, le choix éditorial, il est dans ta boutique déjà. Ici, c'est assez pêle-mêle, tu sais. C'est assez pêle-mêle. Jusque-là, ça va, mais ce qui est troublant, c'est que, tu sais, la structure est pas faite pour les artisans vignerons. La SAQ, son mandat, tu sais, la SAQ est excellente à faire rentrer plein, tu sais, des grosses quantités, comme faire bouger du stock, là, puis tu sais, irriguer, là, tu sais, les canaux de distribution, elle le fait quand même assez bien. Partout au Québec, tu sais, tu trouves une petite succursale, des trucs comme ça, tu sais, puis bon, c'est pas tout à fait vrai que, tu sais, perdu en région, tu as des SAQ, tu sais, aussi garnis que partout ailleurs, mais techniquement, tu sais, leur mission, c'est de faire en sorte que tous les produits soient accessibles aux consommateurs. Il y a une base, Selon les c'est ça besoins de qui la est population. toujours là. Exact. Ouais, exact. Exact. Après ça, il y a une Des meilleurs couleur vendeurs. dans chacune des succursales Exact. parce que ça fit avec, j'imagine, la clientèle autour, tout ça. C'est ça. Puis eux, ils analysent les tendances, et là, ils ont leur prise d'information avec la petite carte à points, là, là, ils checkent vraiment toutes les tendances, là, tu sais, à la semaine près, là, ils disent, ah, ouais, là, ça monte ici, OK, à Laurier, on va envoyer plus de blanc de la Loire, OK, on va, tu sais, ils ont compris comment distribuer à grande échelle, tu sais. Mais, tu sais, comment j'explique, là, mais moi, j'ai un de mes amis qui est ébéniste, OK? Puis, c'est comme ça que j'explique à des gens qui comprennent pas du tout pourquoi j'en ai contre la SAQ, tu sais, comme modèle. Mais c'est ça, mon pote ébéniste, il fait des super meubles, vraiment, tu sais, c'est hallucinant, il travaille super bien. Fait que, pour l'expliquer, c'est quoi la SAQ du point de vue d'un vigneron? Admettons que là, il fait ses meubles ici, il y a beaucoup de gens au Québec qui aiment ses meubles, ça fonctionne bien, c'est génial. Puis là, il y a quelqu'un, je sais pas moi, de la Suède, tu sais, qui vient ici, il voit ces meubles, il dit « Ah, wow, c'est cool ça, tu sais, c'est vraiment des beaux meubles. J'aimerais ça en faire rentrer, tu sais, dans mon pays. Tu sais, je voudrais, comme j'ai une petite boutique de meubles, tout ça, tu sais, je voudrais faire ça. » Avec le Suédois, admettons, tu sais, il retourne en Suède, là, il essaie de faire rentrer ses meubles. Ah non, attends, il n'y a pas le choix, faut que tu passes par Ikea, tu sais, c'est Ikea qui va faire la distribution des meubles. Fait que là, tu sais, là, tout à coup, l'ébéniste, tu sais, qui allait être distribué par quelqu'un avec qui il y avait un lien, tu sais, de confiance, qui allait dire comme, ah ouais, ok, tu sais, j'aime bien, je sais qu'on travaille de la même façon. Lui, dans la distribution, c'est comme ça qu'il travaille, tu sais, tu sais, ça peut être une poignée de main, mais tu sais, j'ai confiance dans sa poignée de main. Puis, lui, il va avoir une petite boutique là, puis une autre petite boutique satellite comme ça, puis il va distribuer, tu sais, à des gens chez qui ça va fitter, tu sais, comme ça. Ça, j'étais d'accord avec ça, mais là, tout à coup, il faut que mon meuble soit chez Ikea. Tu sais, c'est du bois massif à côté d'un autre divan qui est comme 8 fois moins cher, mais qui est fait littéralement en carton renforcé exactement aux bons endroits pour que ça t'offre pendant comme une couple d'années, mais que lui, son meuble, tu sais, ta maison peut s'écrouler dessus, puis il va être encore là. Puis si jamais il est un petit peu graffiné, ben tu peux le refaire, tu sais, puis tu sais, je veux dire, ça vieillit avec soin, mais c'est sûr que
il est 4000 pièces à place d'être 1200 pièces. Et tu sais, il n'y a pas sa place au IKEA. Il n'y a pas sa place dans cette structure-là. Fait que, tu sais, ici, c'est ça qui se passe. Le vigneron, lui, qui travaille de façon naturelle, tu sais, il est à côté. Tu sais, lui, son vin, il se vend 28 piastres ici à la SAQ, mais tout le travail qu'il a mis dedans, tu sais, le prix de départ chez, là, tu sais, mettons, c'était 6 €, là, mais tu sais, t'en as pour 6 € dans la bouteille. Parce qu'il n'y a pas de mise en marché. Versus d'autres vins que je nommerai pas, tu sais, mais qu'ils ont des brand ambassadeurs partout à travers le monde, qu'ils ont des, tu sais, qu'ils ont une immense force de vente, tu sais, qu'ils ont, c'est possédé par tu sais, par des grosses corporations. Tu sais, je dis souvent ce genre de vin-là, puis bon, en Champagne, on voit beaucoup ça. C'est comme le premier verre, c'est pour payer les propriétaires, tu sais, de LVMH, machin, comme ça, eux qui veulent avoir leurs dividendes. Là, après ça, tu payes la mise en marché, tu viens de te boire déjà le deuxième verre. Après ça, toute la législation, les avocats, machin, OK, tu viens de te siffler le troisième verre. Finalement, là, le vigneron, là, tu sais, lui, là, ouais, exact, il y a un demi-verre. Puis, quand tu vas voir le vigneron, c'est même pas un vigneron, finalement. C'est comme, c'est des places avec des autobus pour tu sais, pour faire visiter les vignobles. Tu sais, t'as pas, ça te force à avoir de la chimie. Si tu veux avoir des vins comme ça qui vont arriver à 12 piastres sur les tablettes au Québec, t'es obligé de travailler comme ça, tu sais, puis de faire comme des meubles Ikea. Ça a de l'air correct, mais c'est creux à l'intérieur, puis le bois que t'as, tu sais, c'est ça, c'est du bois reconstitué à partir de copeaux, puis c'est mince comme ça, tu sais, puis je veux dire, j'ai pété mon divan la semaine, pas la semaine dernière, j'ai essayé de le réparer, mon divan Ikea, il y a comme pendant la relâche, puis j'ai checké ça, je suis comme, c'est des caissons, c'est carrément du carton, là. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant, mais ça a l'air solide. Tant que ça tient, tu sais, mais faut pas que tu le déplaces. Mais c'est ça, exactement. Tu sais, mais c'est la même affaire pour le vin. Fait que c'est ça. Mais c'est ce qui fait que l'importation privée, finalement, c'est important. Puis votre travail en tant qu'agence, c'est important aussi, là. Oui. Ben, vous servez de tampon entre le vigneron puis la SAQ un peu exact, aussi, tu sais. Exact. Oui. Exactement. Puis c'est là que le travail se justifie, tu sais, parce que ces vins-là ont une meilleure valeur, même s'ils sont un peu plus chers, ils ont une meilleure valeur, tu sais, globale, là, si tu veux, parce que c'est vraiment l'artisanat est là à 100%, tu sais, la matière première et tout le traitement versus des vins de mise en marché. Puis en même temps, ce que je trouve vraiment intéressant, j'adore l'image que tu as utilisée, je trouve que ça démontre bien. Puis tu sais, le lien que vous, les agents, vous développez avec le vigneron, vous nous le transmettez à nous, restaurateurs cavistes, pour que nous, après, on puisse le transmettre. Puis on va transmettre vraiment, on est comme à un point de division, dans le fond, presque, du vigneron. On est tellement beaucoup plus proche que la SAQ, l'acheteur qui va être là, qui va aller mettre le produit en tablette, puis que la personne qui va être en vente, qui va vendre la bouteille, il va avoir beaucoup trop de téléphone en arrière de ça. Le fil va être, le lien est loin, là. En fait, puis moi, je trouve que ce dispositif de mise en marché-là éteint le vin. Tu sais, tu passes pas comme c'est comme la flamme olympique, là. Tu passes pas l'étincelle, tu sais, de main en main. Puis t'allumes pas les gens, tu sais. Puis, je veux dire, vous le savez, quand vous tripez sur une cuvée, ça paraît dans vos yeux quand vous en parlez avec la personne qui le boit. Puis la personne, elle a un biais positif par rapport au vin à ce moment-là, tu sais. C'est-à-dire, elle sent qu'elle fait partie d'une chaîne ininterrompue, si tu veux. Puis ça crée le lien que tu veux avec le vin. Parce que le vin, c'est ça, tu sais. Tu transmets, en fait, à la personne un peu de cette magie-là, puis de cette nature-là aussi, tu sais, de cette agriculture, puis de cette paysannerie-là. Puis après, ben tu sais, il y a tellement, nous, tu sais, les agences avec nous, c'est des partenaires, là, pour nous, on n'existerait pas sans vous. Puis, tu sais, après, quand vous nous amenez des vignerons, on a une rencontre la semaine prochaine avec un vigneron, justement, puis, tu sais, on triple, là, parce que nous, on se dit, on boit son vin, puis on voit la réaction des gens, puis après, là, il vient nous voir, puis là, nous, on le rencontre, fait qu'on va avoir encore plus ce lien précieux-là que on est
chanceux d'avoir. Puis en même temps que nos clients, quand ils viennent boire son vin, après, vont avoir une expérience encore plus originale, une expérience beaucoup plus humaine, en fait, avec ce vin-là, parce va avoir rencontré, en plus, ce vigneron-là. Fait qu'il y a tellement de belles choses qui se passent dans cet univers-là. Que, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là-dedans. Hein? Oui, mais tu sais, jamais tu vas aller à la SAQ, puis le conseiller va te parler du vigneron. Là. Il va plus te dire, c'est telle pastille de goût, qu'est-ce que t'aimes, des trucs plus techniques, mais il y a jamais comme... Le contact humain, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils ont réussi à éloigner le vin de ce que c'est. Ils ont créé, puis ça, c'est dommage, c'est dommage parce que ça fait en sorte que les consommateurs, je parle de leur point de vue, là, un peu, les consommateurs de vin, ils ont pas ce lien-là, t'sais. Pareil que quand tu vas acheter un steak à l'épicerie, tu sais, puis qui est comme emballé, tu penses, tu sais, tu comprends pas la paysannerie qu'il y a derrière, tu sais. Puis tout ce détachement-là fait en sorte que le vin, ils ont réussi à en créer un produit de luxe, tu sais, qui est loin de la paysannerie, qui est, tu sais, à la base, en fait. Quand tu sais, des fois, j'anime des ateliers sur le vin, tu sais, j'essaie de faire comprendre ça aux gens, parce que c'est vraiment important, tu sais. Mais le vin, c'est pas la bouteille que tu vas acquérir comme ça, tu sais. Le vin, à la base, il est pas dans une bouteille, là. Je veux dire, tu sais, avant d'être mis en bouteille, tu sais, nous, on voit juste la mise en marché, on voit la bouteille, on voit juste cette portion-là, exactement. Fait qu'après, tu sais, si on nous dit que ça vaut 28 piastres, ben les gens disent, ah ouais, OK, tu sais, pourquoi ce vin-là, il est plus cher que lui? Tu sais, c'est comme toute la mise en marché, c'est comme, il y a beaucoup de points d'interrogation, là, dans les yeux des gens quand tu sais, ils voient ça. Puis, d'un autre côté, aussi, tu sais, les vignerons, tu sais, c'est des paysans, là, eux, là, il y en a beaucoup, là, il y a 40 ans, là, tu sais, qui faisaient ce vin-là, tu sais, dans les agriculteurs, surtout, ils faisaient ce vin-là pour leur famille, là, tu sais, en Italie, dans un petit village, là, puis là, à un moment donné, ils se rendent compte que, hey, le voisin, là, dans le château, là, tu sais, il vend ses bouteilles à l'étranger. Ils sont comme, comment ça, il vend ses bouteilles à l'étranger? Oui, non, les gens, ils veulent, ils viennent, ils achètent ça. Oui, non, ils disent, oh, oui, puis pas des pinottes, en plus, là, ils vendent ça au Québec, là, tu sais, 4 euros, 4 euros, 4 euros une bouteille. Quoi? Tu sais, pour eux, c'était servi sur la table au repas. Il y a pas cette question-là. Non, c'est ça, exact. Puis là, tout à coup, ils se rendent, hey, on peut faire de l'argent avec ça, tu sais. Puis t'as beaucoup de petits domaines qui ont démarré un peu comme, ah, OK, ouais. Moi aussi, je vais rentrer là-dedans, tu sais. Mais en tout cas, tu sais, mais c'est ça, c'est pas du tout la même réalité. T'as pas cette proximité-là, tu sais. Puis la façon dont c'est traité ici, au Québec, c'est très, tu sais, c'est quasiment, c'est traité comme un poison, en fait. Tu sais, c'est vu vraiment comme un poison, alors que, tu sais, à l'époque, le vin, c'était, selon Louis Pasteur, le liquide le plus propre au monde. Les gens ne buvaient pas d'eau parce qu'elle était souvent porteuse de maladies. Tandis que le vin s'est désinfecté lui-même, en fait. Fait qu'il disait, tu sais, c'est un breuvage très sain. Les paysans, ils partaient dans le champ toute la journée. Vignerons, pas vignerons, ils partaient avec 1 litre de vin, tu sais, puis c'était ça qu'ils buvaient. Tu sais, c'était ça qu'ils buvaient. Ils se passaient, puis les enfants aussi. Je veux dire, c'était pas, tu buvais ça parce que c'était le liquide le plus sain pour t'hydrater. C'était vraiment comme un aliment, tu sais. Mais là, ici, c'est comme tout propre, c'est comme tout calé, tu sais, il y a comme une espèce de truc, si tu veux, qui est vraiment loin de ce que c'est à la base. Puis parce qu'ils ont éloigné de ça, ben ils arrivent à vendre ça à des prix complètement ridicules. Le vin au Québec est beaucoup, beaucoup trop cher, là, ça a comme pas de... Ça n'a pas de sens, là. C'est vraiment un produit. Mais heureusement que maintenant, tu sais, il y a plus de vin naturel et tout ça, puis il y a plus d'éducation un peu, je pense, depuis les dernières années, là, avec justement les gens qui ont de l'intérêt pour des vins naturels, puis qui ont de l'intérêt aussi pour les vignerons, le travail derrière et tout. Tu sais, nous, on le voit ici avec nos clients. Quand on reçoit des vignerons, les gens sont super intéressés, posent des questions, trouvent ça le fun. Ils achètent des bouteilles, retournent chez eux, ils en parlent à leurs amis, ils sont comme, je l'ai rencontré, c'est lui qui a fait le vin. C'est absolument génial. Là, ça fait du bien, je trouve, de constater ça, plus que, tu sais, quand je vais chez des gens qui boivent des vins comme
pour ne pas le nommer, mettons du Kim Crawford, puis je suis comme, oh, palais, tu sais, il y a pas d'amour dans cette bouteille-là, t'as pas d'émotion, c'est pas vibrant du tout, c'est pas, tu sais, là, ça fait du bien d'avoir plus des vins comme ça, je trouve, puis qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, je pense, en tout cas, j'ose croire. Oui, puis le vin naturel, dans le fond, on revient aussi à ce qui est le plus sain. Ouais. Ouais. Tu sais, puis je pense que vu qu'on était partis pendant longtemps, on a tous bu des gros vins, tu sais, australiens, trop travaillés, trop de chimie, trop d'ajouts, puis tout ça, puis on avait mal à la tête, puis on a comme déjà aussi un peu associé ces vins-là à comme mon Dieu, quand tu bois, t'es malade quasiment le lendemain, mais tu sais, quand tu reviens vraiment à la base de ce que le vin devrait être, des vins nature, c'est ça aussi, on retrouve ce lien-là avec la nature, on retrouve le lien avec l'humain, avec la personne qui a travaillé là-dedans, puis tout le fruit de son travail, tu sais, est là. Puis c'est aussi la richesse de ces produits-là qu'on peut avoir accès en importation privée qu'on a peut-être moins en SAQ aussi, là. Ouais. Fait que vous faites un travail incroyable pour trouver ces pépites-là. On est vraiment chanceuse. Vraiment, Ouais. vraiment. Mais là, on n'a pas fini de parler, en fait, de ton parcours un peu. Là. Tu sais, il y a eu Primavin, après ça, tu es allé au Vin de Julie aussi? Oui, brièvement. Jusqu'à tout récemment, en fait. Puis là, ben, j'ai moins de temps à donner à ça parce que je suis en train de travailler sur un projet qui est connexe, en fait, là, mais de développement de ce logiciel. Un logiciel, c'est pas aussi fascinant que du vin, là. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est un logiciel, en fait, business to business pour faire un lien puis faciliter l'administration, si tu veux, des sommeliers, de leur inventaire, de leur réservation, tout le lien commercial avec les agences aussi pour créer, si on veut, une sorte de plateforme d'échange qui va simplifier beaucoup les rapports entre les agents et les restaurateurs. C'est ça que... Ouais, ça va. Je pense que ça va. En tout cas, j'espère que ça va avoir un impact positif, si tu veux, sur la distribution. Puis, en fait, l'objectif, c'est que si on arrive à faire ce qu'on veut, ce qu'on envisage, là, je pense que les restaurateurs devraient pouvoir économiser une dizaine d'heures d'admin par semaine. C'est vraiment ça. Moi, je cheers à ça parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est vraiment plus de travail qu'on peut imaginer. Ben souvent, les gens disent « Ouais, mais là, vous avez beaucoup de journées de congé, vous n'êtes pas ouvert 7 jours sur 7. » Non, mais c'est parce que vous savez, il y a beaucoup de travail d'administration derrière tout ça. Pour garnir ça, puis que l'information soit toute vraie, c'est énormément. Puis aussi de rentrer des produits différents aussi. Oui, là, tu sais, c'est pas, on n'est pas des tablettes régulières de la SAQ où est-ce que tu fais juste recommander sans cesse le même produit puis juste le remettre en inventaire. Tu sais, il y a une recherche derrière. Il y a des rencontres avec ça, c'est les bouts plates, là, les dégustations. Mais toute la sélection est quand même, ça prend beaucoup de temps. Fait que déjà là, si on est capable d'économiser un peu de temps sur la logistique après de l'inventaire, ça va vraiment faire du bien. Puis on peut se concentrer sur d'autres tâches qui sont peut-être plus le fun ou puis où on a une valeur ajoutée aussi plus intéressante. Ouais. Parce que quand on goûte à un vin puis qu'après on le rentre dans notre inventaire, mais nous on a bien d'autre travail aussi à faire après là pour le vendre après. Donc si ce morceau-là qui prend énormément de temps peut être un peu moins lourd, ben tant mieux. C'est combien de fois, là, tu sais, j'étais, mettons, en train de réimprimer la liste, la carte des vins, tu sais, c'est des fois, les gens réalisent pas à quel point ça peut être long rédiger une carte des vins, mais long d'aller chercher l'information, puis tu vas aller chercher l'information sur comme tellement de trucs différents, tu sais, t'as comme 15 pages d'ouvertes, puis là, tu sais, tu textes le représentant en même temps, tu checkes les listes, comme, tu sais, c'est hallucinant. Puis, ouais, ben oui, c'est ça, exactement. C'est une carte des vins plastifiée, tu sais, avec 3 rouges, 3 blancs, tu sais, justement, t'as pas de millésime, le vin goûte tout le temps pareil, c'est pas difficile. Mais tu sais, avoir une carte des vins comme de vin vivant, c'est vraiment compliqué, tu sais. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui optent pour juste une ardoise ou juste, regarde, on va tout faire ça à voix. Mais d'avoir, tu sais, une well curated, là, je saurais pas comment le dire en français, là, mais tu sais, bien construite, tu sais, avec la nomenclature qui est régulière, puis qu'il n'y a pas de faute, puis que tout ça, c'est vraiment long, tu sais.
Puis moi, je rédigeais la carte. Puis des fois, j'étais comme, OK, il reste 15 minutes avant le service, il me reste 3 références à rentrer, plus reviser, plus la mise en page, plus tout ça. J'y arriverai jamais. Puis là, le staff descend, tu sais, dans le bureau, parce que c'est tout le temps des bureaux vraiment dans le sous-sol. Puis là, c'est comme, hey, on a besoin, il y a des clients dans la salle à manger, là, ça nous prend des listes des vins, là, t'es comme, non, Puis là, t'as le maître d'hôtel qui arrive, hey, il y a un groupe la semaine prochaine, ils veulent avoir, tu sais, 24 blancs, 24 rouges, à tel prix, t'es comme, Puis là, 5 minutes après, le serveur descend, hey, la liste, es-tu prête? Je suis comme, non, tu sais, t'as pas le temps. À un moment donné, t'es comme tout le temps à la bourre, puis la mentalité dans la restauration, c'est tout le temps une mentalité de service, tu sais. Tu vas vraiment, t'es habitué de faire beaucoup d'actions en peu de temps. Mais ça, tu peux pas le faire de cette façon-là. Tu es obligé de prendre le temps que ça prend pour que ce soit bien fait. Fait que, c'est ça. L'idée, c'est de créer les bases de données puis tous les outils de travail, en fait, pour que que ça soit énormément simplifié. Parce que quand on fait affaire avec plusieurs agences, vous avez tous des portfolios, mais vous avez tous des vins qui sont disponibles seulement quelques fois dans l'année où vous avez reçu tel millésime, tant de caisses. Ben, c'est difficile pour les agences, je pense, de mettre tout ça à jour sur les sites web. Quand on va consulter les listes à jour, entre parenthèses, des vins disponibles, ben là, souvent, on se dit, OK, ben parfait, on va commander ça. Puis là, finalement, ben non, j'ai vendu les 3 dernières caisses, ça sera pas possible. Fait que c'est une recherche qui est vraiment très grande pour pouvoir justement savoir dans chacune des agences qu'est-ce qui est disponible, parce que c'est pas simple comme aller sur le site de la SAQ puis savoir qu'il y a 4 bouteilles en succursale à telle place. C'est pas comme ça, parce que entre les agences, finalement, il y a pas tant de liens, là. Fait qu'il faut individuellement aller voir dans chacune des agences. Ça devient super compliqué. Elle est différente sur chacune des listes. Puis là, tu as des listes où est-ce que tu as juste les produits disponibles. Tu as des listes où est-ce que tu as les produits disponibles et épuisés. Fait que là, à un moment donné, tu sais, comme tu as dégarni, mettons, tes rouges, tu sais, ici, vous n'êtes pas tenu d'avoir des vins de partout. Non, mais je dis ça. Je dis ça, mais admettons, tu sais, dans le sens là, ça te prend absolument un rouge à telle place, à tu sais, de telle place à tel prix. Ben là, tu redescends les listes une par une, c'est super long. Là, tu regardes les prix, à un moment donné, tu sais, c'est pas fait avec autant d'émotion. Tu n'as comme plus le temps de. Mais là, tu t'es juste comme, OK, 25 et 50, là, t'en trouves un, non, il est épuisé, bon, OK. 25 et 50, non, c'est un blanc. Puis là, tu checkes les listes, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, tu sais, comment dire, vous avez vos habitudes aussi, à un moment donné, vous faites affaire avec je sais pas combien d'agences, mais peut-être qu'il y a comme une agence avec qui vous aviez jamais pensé faire affaire, tu sais, mais que nous, on va avoir lié, on va avoir comme référencé dans notre moteur de recherche. Fait que tu vas pouvoir aller chercher toute cette information-là dans un moteur de recherche, avoir toutes les listes qui sont déjà référencées avec nous. Fait que tu sais, ça va être beaucoup plus facile, juste trouver des vins. Des fois, les vignerons bougent d'agence aussi. Tu sais, ça arrive là que des fois, on est habitué à tel vigneron qu'on adore qui est avec une agence, puis là, finalement, il change d'agence, mais nous, on n'a pas moyen de savoir tant il est rendu où. On peut pas suivre. On peut pas. Il y en a, des vignerons. Là. Fait que là, avec cet outil-là, ça va être génial là, de savoir justement tout ce qui est disponible dans ça. Moi, j'ai super hâte. Ça va vraiment être pas pire. Il y a beaucoup de fonctions dont j'ai pas parlé aussi encore. Mais je me demande, est-ce que je peut-être là, peut-être que je fabule, là. Mais est-ce qu'un jour, il va y avoir aussi, si, mettons, tu as aimé un tel produit, tu pourrais peut-être aimer comme un autre style similaire. Est-ce qu'il va comme avoir une certaine suggestion ou pas vraiment? Non. Parce que la raison, en fait, c'est que je veux pas que ça devienne, comment dire, un outil pour les, tu sais, qui va désavantager certaines agences. On avait pensé faire un genre de pop-up, tu sais, quand tu te login, mettons, faire la promotion des vins sans frais, mettons, parce que les agences sont comme. Mais tu sais, je l'ai vu pendant la pandémie, quand tout le monde a commencé à faire des vins sans frais. On s'est tous tirés dans le pied, les agences. Parce que là, toi, tu étais représentant, tu arrives après, tu sais, tu fais le tour, mettons, tu t'en vas en Estrie, mais tu passes juste après l'autre agence, mettons une journée ou deux après l'autre agence, qui a besoin de bouger son stock parce que ça fait plus que 150 jours ou 180 jours. Puis que là, il panique, il va se faire saisir son stock. Fait qu'il veut, il les fait tout sans frais. Fait que là, tu arrives dans un marché, tu sais, dans un secteur où est-ce qu'il y a plus de place. Fait que là, tu passes derrière ce monde-là.
Puis là, à un moment donné, ben, c'est ton vin qui est rendu à 210 jours puis qui va se faire saisir. Fait que là, toi, tu es obligé de le faire sans frais. Puis là, le prochain qui passe derrière, même affaire. Fait que ça crée un effet boule de neige parce que là, tout le monde se faisait du vin sans frais. Les sommeliers, ils sont pas plus cons que les autres. Ils sont comme, nous, on va, tu sais, rendu là, on va juste attendre un peu, là, tu sais, on les a tous sans frais, les vins, on va pas t'acheter, tu sais, on va, là, tu sais, c'est une aubaine. Je veux dire, t'achètes les affaires en solde quand t'as des soldes, c'est normal, tu sais. Mais ça a créé un effet boule de neige qui a été vraiment, vraiment pernicieux pour l'industrie. Fait que, tu sais, je veux pas embarquer dans un logiciel qui crée, tu sais, qui potentiellement pourrait favoriser exactement. Les vins vont être affichés s'il n'y a pas de frais, mais ils vont pas être affichés en primeur. C'est comme quand tu vas faire, non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Je veux pas qu'il y ait ça, puis je veux pas qu'il y ait non plus de référencement, tu sais, parce que je veux garder, en fait, je veux que ce soit vraiment un outil comme neutre, puis que ça fasse en sorte que les sommeliers, tu sais, fassent encore tu sais, aient encore activé leur curiosité, tu sais, puis ça va pas remplacer la job des sommeliers puis des agences. Je veux pas. Ben, de toute façon, heureusement, non, ça prend ce contact humain-là, cette sélection, ouais. Puis déguster, parler avec les gens, le contact humain, tu sais, doit exister encore. C'est vraiment l'idée, c'est juste de toute la job plate, répétitive, ou est-ce que c'est juste les mêmes informations que tu repitches différemment, dépendamment de tes besoins, dans le traitement d'une caisse de vin qui devient une bouteille, qui devient quelqu'un qui le boit, puis qui le paye, puis que tu déclares à ton comptable, puis que tout ça soit juste comme des clics, tu sais, que tu n'as pas besoin de rechercher les liens entre la facture puis les trucs. Sur ça. En fait, ça va être un bel outil pour nous, là, parce que c'est ça, tu sais, des fois, ça peut être tentant d'aller vers la facilité, de recommander toujours la même chose et tout, mais là, c'est ça, ça va rendre le travail plus le fun. C'est merveilleux. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, une voix, mettons, appeler un de nos représentants puis dire, ben voici, j'ai la liste devant moi à jour de ce que tu as, je vais te prendre tel truc. Puis à ce moment-là, ben tu peux lui demander justement des conseils et tout, parce que, tu sais, on bâtit une certaine confiance aussi entre nous. Tu sais, comme toi, quand tu venais nous voir pour nous faire déguster des vins, ben tu le sais qu'il y a des vins que t'amenais pas parce qu'on va pas triper puis on va pas les prendre. Puis, tu sais, il y a tout ce travail-là en amont qui est super important aussi là, pour les représentants. Ouais, exact. Puis c'est pour ça que je préfère que tu appelles la personne, tu dis, hey, t'as plus de tel truc, mais t'as quelque chose qui ressemble. Tu sais, si ça a marché, puis que là, le représentant, si tu veux, garde son espèce de, pas son utilité, là, mais tu sais, la transmission, en fait, là, si tu veux, qu'elle soit, tu sais, qu'elle reste encore vivante. Oui, puis ça serait plate notre job aussi si on faisait pas de découverte. Ben oui, c'est clair. C'est pour ça qu'on a très rarement les mêmes vins qui reviennent sur nos tablettes, à part si on a un méga coup de cœur. Là, ça va revenir. Il y a certaines cuvées qu'on sait, puis de millésime en millésime, il y a une évolution aussi, ce qui est fantastique. Mais on aime ça toujours la nouveauté. C'est la beauté de ce monde-là, c'est d'avoir toujours des nouvelles choses à goûter puis à découvrir. Des vins vivants, tu sais, je veux dire, il faut que la distribution ressemble au produit que tu vendes. Tu sais, je veux dire, c'est du vin vivant, il faut que la distribution elle soit vivante aussi. Il faut que je veux dire, sinon tu le produis. Je veux dire, t'éteins les vins. Je veux dire, c'est du vin naturel. Tu veux que les gens ils aient un retour, tu sais, qu'ils aient une espèce d'instant de magie en fait quand ils se mettent le nez dans le verre, puis ils sont comme tu sais, ça éveille les sens en fait là, des gens puis. Absolument. Oh, merci tellement. Peut-être petit mot. Parce qu'on a choisi le vin aujourd'hui très à propos. On est à la fin de l'hiver. On boit du rosé. C'est pas juste pour l'été. Le rosé. T'es un grand défenseur aussi du vin rosé à l'année. Nous aussi. Fait qu'aujourd'hui, on boit la cuvée Grappe Grenade du domaine de l'Espiègle à Donham. Cabernet Franc en rosé, on n'en voit pas beaucoup. C'est une toute petite cuvée, moins de 500 bouteilles qui ont été produites. C'est délicieux. Parle-nous un peu de ton mouvement, là. Comment ça s'appelait, le Rose, Salon Rose? Ouais. C'était vraiment, en fait, c'était très drôle, ce truc. Ben, c'était drôle. C'était, l'idée, en fait, c'est que on voulait faire une manifestation décalée, parce que, à un moment donné,
avec l'insensibilité de la SAQ, tu sais, eux, c'est pas leur mandat encore de s'occuper de comment qu'on va puis comment les choses vont, nécessairement pour nous humainement, mais tous les importateurs avaient, ben, en tout cas, beaucoup d'importateurs avaient reçu du rosé. Il avait été libéré en retard en juillet ou septembre. Quand on n'en vend plus. Alors que, c'est c'est ça, alors que là, ça sortait plus du tout. Ouais. Puis, si ça arrive, mettons qu'il y a une agence, tu sais, qui a trop commandé de rosé, puis qui le reçoit un peu plus tard parce qu'il n'était pas à ses affaires, ben, il va trouver comme des restaurateurs amis qui vont y en prendre une caisse pour l'hiver. Ça va être le rosé, tu sais. Tu dépannes, tu sais, c'est ça, tu dépannes, puis là, OK, ouais, j'ai placé une caisse. Là, tu vas réussir à sortir tes 50 caisses, mettons. Ça va. Mais si tout le marché est inondé de monde qui ont reçu du rosé trop tard, ben là, il n'y a plus de place à un moment donné, là. Puis c'était rendu un running gag. Tu allais voir le monde, t'avais des échantillons de bouteilles de rosé. Le monde est comme, arrête ça, arrêtez avec votre rosé. Genre, on n'en veut plus, on veut plus en voir, tu sais. J'ai du rosé pour l'hiver puis l'été prochain. Fait que tous les importateurs étaient pris avec des stocks de rosé, c'était une joke. Il y en avait, là, ça nous sortait par les oreilles. Puis là, la SAQ était très peu réactive là-dessus. On a fait des demandes. « Hey, qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu sais, avez-vous une solution à proposer? » Puis silence radio, comme toujours. Fait qu'on avait organisé avec Julie, justement, Perron, on avait créé cet événement qui était au bar Suzanne. On voulait un bar tiki, ambiance hawaïenne. Génial. On était vraiment chanceux parce que je voulais le faire en février, mais tu sais, ça avait pris du temps. Puis finalement, j'avais seulement réussi à avoir comme une vingtaine d'agences. Puis c'était au mois de mars, en fait, début mars. Puis c'était parfait parce qu'il neigeait. Puis à l'intérieur, on était comme en espèce de chemise hawaïenne avec, tu sais, le bar Suzanne, t'as les plantes vertes. C'était vraiment comme, je voulais que ça soit comme tropical, tu sais, comme la SAQ pense que c'est, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est ça, tu sais, ben oui, tu sais, on va le vendre notre rosé, tu regardes, ben oui, la preuve, c'est ça, tu sais. Fait que c'était vraiment un pied de nez, c'était pas un salon qui était commercial, mais on faisait goûter le rosé. On a fait ça s'appelait le Salon Rose. Puis c'était pour un peu créer un événement qui allait être publié dans les journaux, qui allait créer un petit buzz un peu pour que la SAQ réponde. Tu sais. Puis effectivement, elle a répondu dans la semaine. Ils ont enlevé les frais de dépassement de délai sur les rosés. Ouais. Quand on se mobilise, tu sais, ils ont dit ah ok, tu sais, puis ça a été dans la presse, puis bon, tu sais, ils ont suivi ce qui se passait. Fait que ça, tu sais, ça a fonctionné là-dessus. On a eu des extensions de délai sur les rosés. On était vraiment contents. Écoute, après, on avait quand même trop de rosé. Il fallait qu'on sorte. Mais pourquoi d'ailleurs on boit pas du rosé à l'année? Pourquoi on boit du blanc toute l'année, mais pas du rosé? Qu'est-ce qui... Ben, tu sais, c'est vraiment dans l'esprit des gens, c'est associé vraiment au bord de la piscine, c'est associé, tu sais, ça reste que le réflexe, tu sais, c'est le rosé, c'est une couleur, tu sais, c'est l'été, il fait chaud, tu bois ça, quasiment avec des glaçons. Puis est-ce que c'est la SAQ à l'époque qui a... Ben, je pense que c'est comme ça pas mal partout dans le monde. Mais tu sais, la difficulté avec la SAQ, c'est que ils sont pas là pour faire évoluer les tendances. Eux sont là pour carburer sur le fait que la tendance, elle existe puis elle fonctionne. Pour eux, c'est avantageux. Tu sais, c'est très pernicieux parce qu'ils maîtrisent l'achat et la distribution. Tu sais, dans notre tête, ça fonctionne dans ce sens-là, tu achètes puis tu distribues. Mais tu distribues puis tu achètes. Tu sais, les années passent, là. C'est pas ça le réflexe. À un moment donné, c'est que quand tu sais, de distribuer, ça va moduler ton achat après. Pour la SAQ, de flipper un gros inventaire de rosé en comme 2 mois, c'est payant, là. Je veux dire, eux, ils ont du vin qui, tu sais, ils en font rentrer, là, à la palette, là, tu sais, du rosé, là, en masse, en veux-tu, t'en là. Après ça, tout le monde en achète pendant 2 mois. Après ça, our job is done. OK, parfait, on retourne. Tu sais, pour eux, c'est très profitable de faire ça comme ça parce que ça donne un immense pouvoir d'achat. Tu sais, tout le monde fait comme une genre de passe de cash avec ça. Fait que non, ils n'ont pas voulu, je pense, changer la tendance nécessairement, tu sais, parce que, tu sais, il faut vraiment comprendre comment que ça se passe dans tu sais, un autre exemple que je donne souvent, mettons, c'est la laitue au Costco. Tu
quand il est, tu sais, Déjà, juste l'image de la laitue au Costco, j'aime. c'est Vas-y. une grande surface. Quand ils font rentrer de la laitue, il faut quand même qu'ils sortent la laitue. Fait que, tu sais, s'ils font rentrer de la laitue, mettons, je sais pas, ils achètent beaucoup de laitue en février, mais le monde en mange moins, tu sais, que à la fin mars quand il se met à faire beau. Fait que, tu sais, ils ont, eux, des ententes avec leurs producteurs de laitue. Dans le sens, les ententes commerciales, elles fonctionnent dans les deux sens. Oui. Je te l'achète à tel prix, mais je t'en passe telle quantité, tu sais. Fait qu'à un moment donné, si, finalement, on n'a pas un beau mois de mars, puis qu'il pleut, puis que c'est gris, puis qu'il fait froid, ben là, la laitue qu'ils ont achetée, qui ont une durée de vie, tu sais, peut-être de, je sais pas, moi, une semaine, admettons, à l'épicerie, ben là, il faut qu'ils la vendent à moitié prix, là. Ils préfèrent perdre de l'argent sur ce lot de laitue-là que de ruiner leur entente à long terme parce que le reste de l'année, tu sais, mars, avril, mai, juin, là, ils leur font à un super prix, tu sais, 10 cents la tête de laitue tu sais, à place de 35 cents l'autre personne parce qu'ils ont négocié. Mais il faut qu'ils sortent la laitue parce que si elle sort pas, lui, il va dire, hey, t'as pas respecté notre entente, puis là, tu as une pénalité. Fait que, tu sais, c'est ça dans la distribution à grande échelle que la SAQ calcule. Fait que je pense qu'ils traitent le rosé un petit peu de ce genre de façon-là. Ils ont des ententes pour l'année prochaine aussi. Tu sais, ils achètent du vin. Les producteurs de rosé, ils peuvent te faire ton vin à ce prix-là, mais c'est parce que tu prends telle quantité, tu payes rubis sur l'ongle, on flippe, on n'en parle plus, ciao, bye. Tu sais, c'est ça un petit peu la difficulté avec le rosé. Fait que la SAQ n'a pas intérêt à ce que ça devienne un segment, si tu veux, régulier, tu sais, qu'il y a des mouvements aléatoires, là, tu sais. Mais en même temps, si les agences qui vendent dans les restos, par exemple, tu sais, nous, on en a toujours sur notre carte. À chaque jour, on a un rosé sur notre carte. Que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, n'importe quelle saison, c'est là. Il y a ça, par exemple, qu'on peut faire au niveau de la restauration ou du côté caviste, tu sais. Parce qu'on peut essayer de le travailler. Parce qu'une agence comme, mettons, quand tu étais chez Primavin, ben tu pourrais commander du rosé quand même en hiver. C'est juste qu'il faut que ça sorte. Exact. Fait que, tu sais, à quelque part, la SAQ, avec les tendances, tu sais, est-ce que c'est vraiment une tendance mondiale que le rosé se boit pas tout le temps? Tu disais que peut-être un peu. Ça bouge un peu. Mais ça bouge pas tant. C'est minoritaire, là. Je veux dire, de façon globale, tu sais, les gens boivent plus de rosé l'été que l'hiver. Après, ben, c'est dans des endroits comme ici où est-ce que on fait le travail, puis après, quand j'étais sommelier, ben, tu sais, j'en mettais sur le menu dégustation tout le temps, tu sais, 2, 3, j'avais beaucoup de rosé ou de rouge très pâle, tu sais, des trucs entre les deux, tu sais, comme ça, qui sont super intéressants en gastronomie. Tu sais, ça, c'est hyper polyvalent, là, ça fonctionne sur ça a tellement de paramètres. Tu sais, Je comprends pas qu'on n'en boit pas à la Moi non plus. oui, ben non, je sais, mais oui, absolument. Surtout quand c'est des bonnes cuvées comme ça. Là, oui. Non, ça reste que c'est comme dans l'esprit des gens. Mais il reste que tout le monde au Québec aussi va à la SAQ. Puis tu sais, l'été, si tu rentres dans une SAQ, t'es quasiment étrange si t'achètes pas de rosé parce qu'il y a que ça partout. Tu te fais happer par les pubs de rosé et tout. Puis si on va à la SAQ à ce temps-ci de l'année, ben probablement qu'il faut vraiment le chercher pour en trouver du rosé sur les tablettes parce qu'il y a pas de choix. Il y a pas. Fait que je pense que c'est ancré dans notre façon de voir les choses. Puis oui, un peu comme d'aller acheter une bouteille dans un caviste. On est habitué dans la SAQ, c'est comme ça, on se dit, il faut que j'achète une bouteille, mais on est tous nés avec la SAQ, fait que, où t'achètes ta bouteille, c'est là, puis après, si la SAQ est fermée, tu t'en vas à l'épicerie, puis bonne chance pour trouver quelque chose qui a de l'allure. Mais, tu sais, il y a tellement des mentalités qui sont imprégnées, puis des habitudes qu'on continue à entretenir que, en tout cas, je sais pas où je m'en vais avec ça, mais j'espère un jour que ça va changer un petit peu, tu sais. Ouais, parce que le rosé, moi, je serais contente là, si le rosé se buvait tout le temps partout, puis que quand on le met sur la liste, tu sais, qu'on n'ait pas une surprise quand quelqu'un nous dit, moi, je prendrais un petit rosé en hiver, puis que là, on se dit, mon Dieu, on sort quasiment les tambours puis les trompettes parce qu'il y a quelqu'un qui a enfin demandé du rosé, tu sais. C'est un peu ça notre réaction, tu sais. Vous avez plus de pouvoir, en fait,
pour d'infléchir les tendances ici parce que, tu sais, vous pouvez faire goûter le vin. Oui. C'est-à-dire, ton intervention, elle est super importante. Comme la personne est comme un peu larguée, qu'est-ce que j'ai envie de boire? Ouais, laisse-moi te faire goûter quelque chose. Tu goûtes, tu es comme, ben oui, parfait. C'est carrément ça que j'avais envie. Tu sais, j'avais pas pensé que j'allais boire un pétnat rosé, mais c'est parfait. Je suis au soleil, je vais lire mon livre aussi. Je veux dire, c'est comme, j'avais pas pensé que c'est ça que je voulais. Je savais même pas que ça existait, limite, en ce moment. Je veux dire, moi, je suis rentré, j'aurais pris un verre de Chablis, tu sais, ou de Sancerre, tu sais. Mais finalement, non, tu sais, tu m'emmènes complètement ailleurs. Puis, je pense, c'est ça, exactement, finalement, tu sais, le moment, tu viens de créer un moment pour la personne en la sortant un petit peu de ses pantoufles, finalement, là, tu sais. C'est ça qu'on aime faire avec Ouais, c'est clair. C'est très important. Merci tellement, Pascal. Plaisir. Oui, merci Merci à vous. beaucoup, beaucoup. Merci de faire ce que vous faites. Mais mon Dieu, merci à toi. Ça en prend plus des établissements comme ici qui... Ben, tu sais, quand on t'a rencontré, on a tellement aimé ton approche aussi d'être défenseur justement, des cavistes, du vin d'importation privée, tu sais, pour qui, justement, les vignerons, c'est super important et tout ça, tu sais, on a vraiment, en tout cas, on t'apprécie beaucoup. Ouais, puis tu sais, tout ce que tu dis, garde tes anecdotes, mon Dieu. Fabuleux, toutes ces anecdotes-là, parce que tu l'expliques tellement bien. Puis moi, je sors de cette discussion-là pour vrai en ayant encore plus une grande admiration pour toi, la personne que tu es, tout ce que tu as amené à l'industrie aussi, puis tout ce que tu amènes encore. Parce que ton évolution a fait juste amener des beaux côtés, puis tu sais, même si on n'aura plus le plaisir de venir, de te recevoir le matin pour déguster un vin pour l'instant, moi, en tout cas, moi, je croise les doigts parce que tu nous saisis bien puis que tu as toujours des super belles trouvailles, mais tu sais, de savoir que tu es là encore dans l'industrie pour amener un vent de fraîcheur puis d'amener de faire évoluer l'industrie, je trouve ça merveilleux. Alors, merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, beaucoup. Ça mérite un cheers, je pense. Cheers. Santé. À la vôtre. Santé. Merci.